Bonsoir à toutes et à tous, et je salue ceux qui nous suivent à distance grâce à un système de visioconférence qui fonctionne bien. Et je suis très heureux pour cette 10e conférence du cycle 2023 d'accueillir Stéphane Bouillon pour une conférence qui traitera des nouvelles conditions de la paix et des défis pour la sécurité nationale. Rédigée ainsi, je pense que c'est la note de sécurité nationale, bien sûr. Et évidemment, je suis très heureux d'accueillir le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale qui, sur ce thème, a naturellement beaucoup de choses à nous dire. Cher Stéphane, j'allais dire préfet, parce que quand même, c'est ce qui, au cours d'une carrière, la Sciences Po, l'ENA, un DEA d'ailleurs dans cette faculté à Paris en droit public, des participations à des cabinets ministériels, 2 fois à Matignon, 1 fois à l'intérieur, 1 fois à l'industrie. Ça, je veux dire, c'était 2 fois à l'intérieur. Mais c'était des parenthèses, parce qu'en fait, ta carrière, c'est la carrière préfectorale, ce qui confirme ô combien ce métier en est un. Et qui se fonde aussi sur l'expérience. Alors, quand je dis préfet, parce que effectivement, quand on prend ton CV, préfet de l'Aude, préfet de la Sarthe, préfet de la Loire, préfet de la région Corse, préfet de la région Alsace, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la région Rhône-Alpes. Donc, bon, une carrière évidemment brillante qui t'a amené dans les plus belles directions de préfecture et dans une carrière qui évidemment s'est forgée de l'expérience, parce que du nord au sud, a aussi sillonné la France et à des niveaux de responsabilité préfectorale jusqu'aux plus grandes régions. Et donc, on est très heureux de te retrouver et de voir avec toi, d'ailleurs, que la fonction de secrétaire général pour la Défense et la Sécurité nationale échoue pour moi pour la 2e fois un préfet. Oui. Il fallait remonter à Fougier avant ça. Moi, je l'ai connu, c'est-à-dire en période de la guerre froide. Et je pense que, évidemment, au moment où tu as pris le poste, les problématiques de sécurité intérieure liées au terrorisme, liées à la cybersécurité, tu es d'ailleurs à l'origine de la création de l'agence Viginum pour la protection des élections, étaient dominants, mais aussi à ce poste, tu as pu voir tout un agenda international, toute une série de questions internationales à traiter. Tu connais, pour avoir assisté et être venu à ces conférences, les règles du jeu. Je les rappelle, tu as le temps de parole qui te convient, 45 minutes. Ensuite, on échange nous. Et si tu l'acceptes, des interrogations venant de la salle, avec, comme toujours, les premières questions posées par les étudiants. Et puis ensuite, tous ceux qui participent dans l'assistance, qui sont effectivement aussi bienvenus à poser des questions. Cher Stéphane, j'ai oublié de dire qu'on s'est connus, nous, il y a longtemps, et qu'on s'est connus dans un des cabinets ministériels qu'on évoquait tout à l'heure. Je te passe la parole. Merci cher Louis. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu pour m'écouter parler effectivement des nouvelles conditions de la paix et des défis de la sécurité nationale. Tu as parlé du fait que j'étais préfet, et c'est vrai que c'était intéressant et que je vis quotidiennement des choses intéressantes au SGDSN en apportant la vision au milieu des militaires, des diplomates, des ingénieurs, d'un préfet qui a en charge un certain nombre de sujets qui ont trait à la sécurité et dont certains, au demeurant, étaient déjà traités avant mon arrivée. Si je peux simplement dire quelques mots sur le SGDSN, parce que c'est une maison qui est finalement assez peu connue, qui, par principe, cultive la discrétion, mais qui, justement, doit travailler sur les enjeux de la sécurité nationale, de la paix, de la géopolitique. Et dans ce cadre-là, nous devons pouvoir proposer au président de la République, au Premier ministre, toute une série de solutions, de plans, d'organisation, d'éléments. Et donc, rappeler brièvement ces éléments, ce sera pour expliquer pourquoi Louis m'a invité, pour vous dire comment nous travaillons. Donc, nous sommes un service du Premier ministre, enfin de la Première ministre, et nous travaillons à la fois pour le chef du gouvernement et le chef de l'État. Ce qui est un exercice tout en mesure, assez intéressant,
et qui, par nature, va permettre à ces deux-là d'exercer leurs prérogatives constitutionnelles en matière de défense et de sécurité nationale, qui se conjuguent, peuvent se conforter, parfois même peuvent se confronter, mais en tout état de cause, nous veillons à ce qu'il y ait une coordination parfaite de l'action de tous les ministères au service de la décision qui va être celle du président de la République, après en avoir conféré avec la Première ministre. Et l'endroit où cette conférence se fait, ce sont les conseils de défense et de sécurité nationale, qui ont beaucoup défrayé la chronique ces dernières années, qui rassemblent donc dans le bunker de l'Élysée, tu l'as connu, une dizaine de personnages, quelques ministres, les principaux, évidemment Affaires étrangères, les ministres régaliens, le ministre de l'économie et des finances, et puis le chef d'état-major des armées, le cas échéant des chefs de service de renseignement et des hauts fonctionnaires. Et quand je fais la comparaison du CDSN, pour essayer d'expliquer ça, ça me rappelle un peu le conseil de Charles V le Sage, où il faisait à la fois venir les grands du royaume, mais faisait également venir des fonctionnaires ou des collaborateurs qui apportaient leur contribution et apportaient leur raisonnement. Et un des attraits de ce conseil de défense et de sécurité nationale, c'est que nous causons tous. Alors certes, je prends des notes puisque je suis en charge du secrétariat et donc je dois rédiger le compte-rendu et ensuite veiller à ce qu'il puisse être respecté, mais je suis amené à intervenir parfois sur des sujets qui me concernent et c'est ceux que je vais développer avec vous ce soir, et puis le cas échéant aussi avec la possibilité de donner mon avis sur des sujets qui sont ceux du ministre des Armées, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur, pour tout simplement donner mon avis d'expert, entre guillemets, et en tout cas un expert d'ancien préfet sur le terrain. Ça, c'est le côté, si je puis dire, le plus amusant du job, en tout cas le plus intéressant, parce que ça permet de voir effectivement les ministres, les hauts fonctionnaires, le chef d'état-major des armées plancher son collaborateur avec leurs notes et devoir répondre à un président de la République qui a lu le dossier en détail et qui est capable de poser des questions épineuses. On ne fait pas que ça, on s'assure aussi de la planification de sécurité nationale dans tous les domaines, on organise des exercices interministériels, on veille au respect du secret défense, sujet qui est toujours là aussi extrêmement complexe, on contrôle l'exportation des matériels de guerre, et par délégation du Premier ministre, c'est moi qui signe les autorisations d'export. Et à ce titre, nous suivons aussi les sujets de prolifération et de dissémination des armements. C'est dire que depuis le début de la guerre en Ukraine, évidemment, nous sommes extrêmement attentifs à ce que nous cédons aux Ukrainiens, au circuit que ça peut suivre et à la manière dont nos alliés, et parfois aussi nos compétiteurs, peuvent utiliser ce type de travail. Tu as parlé de Viginium, le nouveau service qui est en charge de détecter les manipulations de l'information. On l'a créé en faisant en quelque sorte le petit frère de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Ce sont deux services à compétence nationale, donc placés sous l'autorité du SGDSN, l'un qui est chargé d'assurer la protection contre les cyberattaques et l'autre qui est chargé d'assurer la protection contre ce que nous appelons en jargon juridique les ingérences numériques étrangères, c'est-à-dire les manipulations de l'information qui sont engagées par des États étrangers ou des organisations étrangères. On ne s'occupe pas des fake news qui peuvent circuler dans la vie politique française, parce que sinon on y perdrait beaucoup de notre énergie. Et puis par ailleurs, on considère que ça fait partie du travail des hommes politiques, des médias, de la justice. Et donc ça n'est pas notre rôle. Nous essayons de détecter ce qui se passe à l'extérieur, de le caractériser et de pouvoir ainsi expliquer à nos concitoyens, non pas que telle news est fake, que telle nouvelle est fausse, mais simplement que les personnes avec qui ils sont en train de discuter et dont ils pourraient penser que ce sont des gens qui habitent à Carpentras, à Paris, à Lille ou ailleurs, sont en fait des gens qui sont des agents de service de renseignement installés dans une ferme à trolls à côté de Saint-Pétersbourg, en l'occurrence donc pas des agents de service de renseignement mais des mercenaires, ou des agents de service de renseignement qui sont installés dans un bureau bien connu du côté de Pékin, et je pourrais vous citer aussi bien d'autres endroits, y compris d'ailleurs l'extrême droite américaine qui depuis les années Trump est devenue extrêmement prolifique dans ce domaine.
Et puis, nous avons aussi un autre service qui est le service qui fournit l'ensemble du matériel pour les communications sécurisées du président de la République, des ministres, des hauts fonctionnaires au niveau secret défense, ce qui est en principe supposé nous éviter d'avoir, je dis en principe parce que je suis toujours optimiste, mais qui doit nous éviter d'avoir des interceptions par des États partenaires ou des États adversaires. Et donc, évidemment, nous devons nous protéger des deux côtés. Donc tout ça, ça fait une maison qui a à peu près 1300 personnes, dont 600 pour l'ANSSI, parce qu'on a largement développé l'Agence nationale de lutte contre les cyberattaques, compte tenu justement de l'augmentation de ces cyberattaques, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Vous le voyez donc, nous sommes amenés à travailler aussi sur les sujets des relations internationales et donc sur les conditions de la paix. Et si je devais commencer par vous évoquer une première condition pour qu'il y ait la paix, j'aurais tendance à dire qu'il faut la vouloir. Et ce qui frappe dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, c'est que cette évidence n'a plus acquis la force qu'elle avait antérieurement, et elle en a même perdu depuis. Philippe Ariès soulignait que la vertu de l'histoire n'est pas celle de l'exemple. Pendant quelques années, pendant quelques décennies, on a réussi à faire un peu moins mal compte tenu des guerres que nous avions vécues au XXe siècle, avec les peuples qui ont payé directement ou indirectement le prix de 2 guerres mondiales, avec les horreurs de la Shoah en Europe, l'embrasement d'une bonne partie de l'Asie, et la fin du conflit, en tout cas en Asie, avec l'usage pour la première fois de l'arme atomique, et j'espère pour la dernière fois. C'était d'une certaine manière le plus jamais ça, enfin concrétisé. La suite, ça a été la guerre froide, une forme de maîtrise de la violence interétatique par la force de la dissuasion nucléaire, comme la crise des missiles à Cuba l'a démontré, et puis les traités de désarmement, ceux-là même qui aujourd'hui tombent les uns après les autres, ont été la traduction de cette volonté de maîtrise. Donc pas évidemment que la guerre a disparu, mais la peur du conflit ouvert entre grandes puissances nucléaires a évité les embrasements. Elle a cependant alimenté les guerres par procuration, la Corée, le Vietnam, l'Afghanistan, le Levant, la Libye, le Moyen-Orient, et malheureusement j'en passe, tout ça au détriment des peuples concernés, mais sans remettre en cause l'équilibre général. Et je parle bien d'équilibre général car, en fait, la violence est restée malgré tout omniprésente. Il faut bien le reconnaître, l'hyper-interventionnisme de l'Occident, au nom de ses valeurs, a fini par devenir déstabilisateur et a nourri les luttes d'influence. Le remplacement des motifs idéologiques par des motifs religieux a nourri le terrorisme islamiste et la création de califats, de nouveaux États, hors les frontières qui étaient auparavant acquises. Et cette remise en question par le califat du principe d'avoir des frontières qui étaient acquises, reconnues par les traités, a déjà en soi constitué un premier tremblement de terre remettant en cause la paix. Et de tous ces conflits locaux, certains ont été soldés, d'autres ne le sont toujours pas. Je pense à l'Afghanistan, je pense aussi aux plus anciens, à la guerre de Corée, en m'interrogeant hélas sur ce que peut devenir la guerre en Ukraine dans ces conditions. Aujourd'hui, donc, les leçons de cette dernière grande conflagration qui a été la Deuxième Guerre mondiale semblent oubliées, et l'équilibre général est chancelant. Les dirigeants de plus en plus de pays ressuscitent le nationalisme, envisagent la guerre à nouveau, comme disait Marx, la coucheuse de l'histoire. Ils n'excluent plus le recours à la force comme une solution à leurs problèmes internes ou comme un outil pour rééquilibrer un monde dans lequel ils veulent plus de place, plus de domination. Vous vous rappelez tous le discours de Vladimir Poutine à la conférence sur la sécurité de Munich en 2011, les discours de Xi Jinping en 2013 et encore lors du dernier congrès du Parti communiste en 2022. Mais je pourrais en citer bien d'autres, et de bien d'autres chefs d'État de puissance moyenne, dites régionales, qui tiennent aujourd'hui un peu le même discours et la même vision des choses. Aujourd'hui, pour ces dirigeants, le respect des frontières, le respect des traités, ça n'est plus la condition de la paix. Et le respect du droit est désormais souvent vu comme la défense et la prolongation d'une iniquité historique. Quant aux droits de l'homme, à la démocratie, à la séparation des pouvoirs, à la liberté individuelle et au respect des différences, bref, tout ce qui, d'une certaine manière, a légitimé la Deuxième Guerre mondiale,
Tout cela est aujourd'hui relativisé, voire remis en cause comme une forme de construction occidentaliste et donc néocoloniale. Et c'est peut-être aussi un peu de notre faute à force de les brandir à raison, mais aussi parfois à tort. Le constat est donc bien celui d'un grand bond en arrière, qui n'épargne d'ailleurs pas totalement nos sociétés avec la montée des populismes. Et sans doute, à travers certains discours populistes, devons-nous nous inquiéter de la vision qui pourrait exister chez certains. C'est en tout cas le constat que nous faisons du retour de la violence, de la dialectique entre les vieilles démocraties d'une part, les autocraties d'autre part, une violence qui est sacralisée, comme l'aurait dit Boutoul, au nom d'un but politique. Autrement dit, c'est le renouvellement d'un vieux clivage que la très provisoire fin de l'histoire des années 90 n'a pas résolu. Donc, où est la volonté de faire la paix? Condition essentielle. Cette condition s'est malheureusement estompée très largement dans le monde. Or, parmi les premières conditions et les premiers défis de sécurité nationale auxquels sont confrontés les États pour garantir la paix, il y en a une sur laquelle je voudrais intervenir, qui a déjà été évoquée dans cette enceinte, mais sur laquelle je voudrais insister, c'est la démographie. Je vous concède que ce n'est pas nouveau, mais c'est un angle d'analyse des relations internationales qui revient en force parce que nous nous rendons compte effectivement que cet élément-là est devenu majeur, si tant est qu'à un moment ou un autre, il ait pu diminuer. C'est aussi une science qui, normalement, devrait permettre aux chefs d'État d'avoir une vision à long terme, de s'organiser, d'y faire face et de se préparer. La vérité oblige à dire que ça n'est pas le cas de tout le monde, et c'est même le cas de moins en moins de chefs d'État. C'est donc aussi un symptôme. Le symptôme de bonne ou mauvaise volonté des structures sociologiques d'un pays, le symptôme d'optimisme ou de pessimisme de la population. C'est aussi le symptôme de la vision des dirigeants à moyen et long terme pour leur peuple. C'est aussi le symptôme de l'intelligence de ces dirigeants par rapport à leur peuple. La citation bien connue de Jean Bodin au XVIe siècle, « Il n'est de richesse que d'hommes » est une évidence que, de fait, beaucoup de dirigeants aujourd'hui négligent ou ne savent pas traiter. Une population en croissance est une condition fondamentale du dynamisme et de la grandeur d'une nation, mais aussi de sa place dans le concert des nations et d'une certaine sérénité dans le fonctionnement des nations. Sinon, il faut la compenser. La Troisième République a inventé le service militaire universel, donc égalitaire, en 1905. Elle en a porté la durée à 3 ans en 1911 parce qu'elle s'est rendue compte que le Deuxième Reich était non seulement beaucoup plus peuplé que la France, mais encore en croissance beaucoup plus importante que la population française par rapport au niveau auquel nous étions l'un et l'autre en 1870. La vigueur démographique, c'est donc ce qui permet aussi la croissance des effectifs militaires, et j'y reviendrai. Donc ces exemples qui aujourd'hui commencent à être repris parce qu'on commence à voir des articles à travers les différents journaux sur la démographie russe, sur la démographie en Europe, sur la démographie japonaise. Tous ces éléments-là sont extrêmement importants parce que, je crois, la bonne gestion de la démographie, c'est une condition de la paix car elle définit la puissance à court et à moyen terme d'un État et le stabilise. Et de fait, la mauvaise gestion de la démographie va entraîner inéluctablement des flux migratoires entre pays surpeuplés et d'autres en manque de main-d'œuvre du fait du vieillissement de leur population. C'est l'histoire de l'humanité. Elle peut donc aussi expliquer les désirs de conquête pour renforcer le poids de puissance. Et le conflit entre la Russie et l'Ukraine peut aussi être analysé sous cet angle. Quelle est la démographie de la Russie d'aujourd'hui? En 1991, il y avait à peu près 149 millions de Russes, à effectif géographique identique. Aujourd'hui, en 2021, ils étaient 143,4 millions d'habitants. Chaque année, la Russie perd quelques centaines de milliers d'habitants, entre 0,2 et 0,5 de sa population. Et ce, malgré les efforts natalistes qui ont été engagés depuis des lustres, y compris par Poutine, très conscient du problème, efforts qui furent brièvement efficaces entre 2011 et 2017, sans compter l'annexion de la Crimée. L'indice de fécondité est à 1,5 et vous savez qu'il faut 2,1 enfants par femme en âge de procréer pour simplement renouveler les générations.
Donc on a un premier problème de croissance démographique. Le second, évidemment, c'est l'épidémie de Covid, qui a sans doute emporté près d'1 million de Russes, certes probablement parmi les plus âgés et les plus fragiles, mais qui a là aussi entraîné un appauvrissement fort de la population. Si, entre guillemets, l'opération spéciale de Poutine avait réussi, il aurait pu raccrocher à la Russie 44 millions d'Ukrainiens, et avec les près de 10 millions de Biélorusses qui sont, comment dirais-je, sous orbite russe, la Grande Russie aurait frôlé les 200 millions d'habitants. Ce qui aurait été respectable en comparaison avec les 336 millions d'Américains et les 448 millions d'Européens, certes eux aussi en diminution, mais quand même avec une masse beaucoup plus puissante. Et de fait, l'échec de la guerre en Ukraine a entraîné l'exode de plusieurs centaines de milliers de Russes, on dit entre 500 000, 700 000, voire plus, selon les observateurs, qui sont parmi les plus éduqués et les plus jeunes. Elle a mis hors de combat et donc de capacité de faire des enfants environ 200 000 jeunes hommes tués ou blessés. Et le redressement démographique voulu par Poutine est donc loin de se réaliser. Et il y a sans doute d'ailleurs un paradoxe entre cette volonté de repeupler la Russie et la manière de gérer les soldats sur le champ de bataille qui est pour le moins peu respectueuse des vies humaines. La démographie rend donc plus difficile les possibilités d'une victoire de la Russie et d'une conquête de l'Ukraine. On voit d'ailleurs les difficultés des Russes à mobiliser, notamment pour épargner les populations de Moscou et de Saint-Pétersbourg. On parle de 200 000 désertions. A contrario, la société ukrainienne, elle, se mobilise complètement pour résister à l'invasion. Et donc, si on en croit les axiomes de Clausewitz sur la force comparée de l'attaque et de la défense, avec un rapport de 1 à 3, on se rend compte que le rapport de 1 à 3 accru en plus par le moral des troupes. On se rend compte donc que la Russie ne dispose pas de la puissance humaine pour vaincre l'Ukraine, puis la dominer. Elle perd de la matière grise, elle perd donc de l'innovation, elle perd de l'avenir. Et la question va donc être de savoir comment la Russie intègre ces réalités démographiques dans son projet national, comment ces chiffres collent avec la vision qu'elle a d'elle-même aujourd'hui et surtout demain. Et je ne parle pas seulement de Poutine, je parle de l'ensemble de la population russe. Autrement dit, la question est bien celle de l'articulation du discours politique et de la vérité que les Russes vivent aujourd'hui et qu'ils vont vivre dans les prochaines décennies. De fait, la Russie n'a plus aujourd'hui la population d'une nation majeure, dynamique, sûre d'elle-même. Elle n'a plus la population de la deuxième puissance nucléaire de la planète, de la troisième armée au monde, car elle vieillit. Et elle est déjà la 9e en termes de population, et elle va évidemment continuer à descendre dans le classement. Que peut faire Poutine dans ce genre de circonstances? Et c'est ce que nous nous posons régulièrement, y compris dans cette enceinte. Miser de plus en plus gros, sauf que le premier pari a été perdu, et qu'il a perdu la main par la même occasion. Le pari initial, c'était la sidération de l'Ukraine, de l'OTAN, de l'Union européenne, comme en 2014 lors de la conquête de Crimée, et donc envahir l'Ukraine sans coup férir grâce à la supériorité militaire russe affichée. Et Poutine s'est en fait trompé sur la réaction de ceux qui le défiaient. Du coup, les semaines et les mois suivants ont révélé les fragilités des armées russes, de l'organisation de l'État, que ses dirigeants avaient sous-estimées, peut-être même ignorées, mais en tout cas qu'ils n'arrivent aujourd'hui pas à corriger. Et si les contournements des embargos, si l'appel aux mercenaires peuvent sans doute retarder les résultats, ils ne permettront pas d'infléchir la situation. Peut-il se rapprocher de la Chine? Il en a besoin, comme on le voit encore aujourd'hui. Mais est-ce vraiment de l'intérêt d'une Russie à la population et au PIB qui sont 10 fois moindres respectivement que ceux de la Chine de se rapprocher de la Chine? Et poser la question, d'une certaine manière, c'est y répondre, c'est admettre effectivement que si la Russie se rapproche trop de la Chine, elle en deviendra une forme de satellite. Que va-t-il faire? Donc, chercher un compromis, ce serait raisonnable, mais Poutine a démontré que ses décisions ne sont plus rationnelles. Nous restons donc dans l'incertitude sur l'issue des combats à court terme, mais à moyen et long terme, la perdante sera certainement une Russie en déclin démographique, économique et militaire,
Et c'est une leçon sans doute à partager par bien nombre d'autres pays. Parce qu'en effet, au-delà de la Russie, que nous enseigne la démographie par rapport aux conditions de la paix? L'Europe perd de la population. L'Afrique croît à grande vitesse. L'Inde aussi. La population chinoise vieillit, stagne, voire régresse. Au sein des pays du Golfe, le déséquilibre s'accroît entre les nationaux qui tiennent le pouvoir et le gros des résidents d'origine étrangère et sans beaucoup de droits. Aux États-Unis, le modèle historique de l'américain white anglo-saxon protestante, le WASP, est peu à peu remplacé par le latino-catholique, voire par l'américain d'origine asiatique. Donc le WASP, j'allais dire tel le Pashtun afghan, n'est désormais que le principal minoritaire et plus du tout le représentant d'un archétype démographiquement et donc sociologiquement dominant aux États-Unis. Or, en même temps que ces évolutions démographiques interviennent, nous faisons face à des défis inédits. Alors, inédits, pas pour l'augmentation de la population de la planète. De fait, elle continue toujours à augmenter. 7 milliards en 2010, 8,5 milliards estimés en 2040, 10,3 en 2100. Même si elle se stabilise, le problème reste quand même posé, effectivement, de cette évolution démographique. Et alors que nous sommes confrontés à une accélération et une dramatisation des effets du réchauffement climatique qui est considérable. De plus en plus de pays sont touchés, tous les pays, toute leur agriculture, mais surtout ceux dont la population augmente. Et avec un problème alimentaire pour l'ensemble de ces populations et de ces peuples qui va nous poser problème. Donc des mouvements de population vers les pays plus tempérés et moins densément peuplés qui ont déjà débuté et qui vont donc naturellement s'accélérer. Et donc, parmi les nouvelles conditions de la paix et des enjeux de sécurité nationale, il y a la nécessité de reconstruire des politiques de démographie, de reconstruire des politiques de développement, de reconstruire des politiques migratoires pensées, acceptées, subies, indispensables, mais sur lesquelles il faut que nous puissions avoir une réelle influence tous ensemble. Les chocs tels que la politique de l'enfant unique en Chine ne marchent pas. Donc, il faut repenser en coopération internationale l'ensemble de ces politiques. Et dans toutes les régions du monde qui sont aujourd'hui le théâtre de compétitions stratégiques. Qui peut le faire? En principe, l'ONU. Mais on voit bien effectivement que l'ONU a de plus en plus de difficultés à réguler les espaces communs, à apaiser les conflits, à obtenir ou à faire obtenir des résultats dans les conférences sur le climat, l'environnement. Et même si des accords sur l'alimentation récemment ont été obtenus, on sent bien effectivement qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce domaine. Et puis l'insuffisance des politiques internationales pour le développement des pays pauvres, la protection de l'enfance, la protection de la femme, sont indiscutablement des sujets qui vont nous amener à nous interroger sur la capacité de l'ONU à faire face à tout cela. Et donc, j'ai tendance à penser que l'Europe peut avoir un rôle à jouer dans cette entreprise. D'autant plus que la principale puissance mondiale, les États-Unis, est désormais contestée. Elle a donné pour la première fois le sentiment de rencontrer ses limites depuis une vingtaine d'années. D'abord peut-être des limites politiques internes. Le mandat de Donald Trump a été un mandat d'effarement, d'inquiétude et en tout cas de déstabilisation totale des relations internationales. Biden a redressé la barre. Il n'en demeure pas moins que, quels que soient les gouvernements américains solides ou moins solides, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, tous ces États dans lesquels les États-Unis se sont investis pour essayer de ramener la Pax Americana, tous ces États sont aujourd'hui encore en difficulté. Et donc là aussi, l'Europe a sans doute un rôle à jouer parce qu'en face de la puissance économique chinoise, des puissances régionales expansionnistes, elle dispose du poids pour se poser en partenaire ou en compétiteur crédible. Et pour terminer sur ce point, si on peut évidemment dire que la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est le drame géopolitique du moment, l'apogée d'une décennie de tensions latentes ou explicites en Europe, c'est sans doute pas en Europe que se jouera la grande tectonique des plaques du XXIe siècle et la paix mondiale. En Asie, avec la question de l'appétit de la Chine pour Taïwan, sa volonté de contrôler les espaces maritimes de ses voisins,
En Afrique, les déstabilisations profondes des États, l'impact des bouleversements climatiques, les évolutions et les guerres sur fondements religieux ou tribaux, ce seront les grands enjeux des prochaines années. Et les grands mouvements à venir se joueront vraisemblablement au sein de ces peuples en mouvement en Afrique et en Asie. Il va de soi que nous en sentirons les effets. Et d'ores et déjà, d'ailleurs, nous commençons à en sentir ces effets à travers un certain nombre de défis de sécurité nationale qui nous concernent. En faisant la liste de tous les défis de sécurité nationale, je me suis rendu compte que je pourrais vous faire une conférence qui durerait très très longtemps. Mais vraiment très très longtemps. Parce que y a ceux qu'on connaît, ceux qui arrivent, ceux qui s'empilent, ceux qui s'additionnent, ceux qui se conjuguent, qui mutent, qui disparaissent. Je vais me permettre d'insister sur quelques-uns qui nous préoccupent plus directement au sein du SGDSN et qui, pour moi, restent évidemment majeurs. D'abord, la menace terroriste. Elle est au moins aussi présente aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'apogée de Daesh et de l'État islamiste. Elle n'a pas disparu. Si l'envoi de commandos tels que nous les avons subis en 2015 notamment, et tu en sais quelque chose, Louis, est moins possible, aujourd'hui, grâce au succès de nos coalitions, les organisations terroristes n'ont pas renoncé à en constituer. Et toute la conflictualité qui peut exister à travers certains pays peut être le prétexte à reconstituer de tels commandos. La propagande sur les réseaux sociaux suscite chaque jour des adeptes à l'intérieur de nos sociétés, prêts à passer à l'acte. Et par ailleurs, il nous faut gérer les returnees, les revenants de Syrie, du Levant, dont certains, y compris des femmes et des enfants, ne sont pas déradicalisés, peuvent être dangereux. C'est notre devoir de les récupérer, c'est notre devoir de les prendre en compte et d'essayer de les ramener à un mode de fonctionnement qui leur assure paix, éducation et insertion, mais nous devons aussi être conscients que pour une petite partie d'entre eux, ce sera un exercice extrêmement difficile. De la même manière qu'il nous faut surveiller de près les sortants de prison, peine accomplie, qu'ils se soient radicalisés en détention ou dans les pays en guerre et qui dissimulent leurs intentions. C'est dire que nos dispositifs de prévention et de contrôle ne sont pas démontés, bien au contraire, et que nous surveillons qui, à l'étranger, peut les actionner. La lutte contre le terrorisme est donc simplement installée dans le temps long et mobilise des moyens importants et au long cours. Parmi les autres défis de sécurité nationale sur lesquels le SGDSN travaille, il y a ceux que l'on définit comme les menaces hybrides ou les champs dits immatériels. C'est-à-dire les menaces et les actions qui sont menées en dessous du seuil de conflictualité et donc qui risquent, ou qui ont pour objectif d'ailleurs de déstabiliser notre État, notre économie, notre société, mais sans que l'on puisse clairement imputer à un État la responsabilité et en tirer les conséquences sur le plan diplomatique ou sur le plan militaire. Il y a d'abord le champ des médias, celui des réseaux sociaux, des plateformes numériques, qui sont de plus en plus soumis aux opérations d'organes de propagande et de désinformation. Je vous en ai parlé. Elles menacent le débat d'opinion, voire la sincérité de nos scrutins à force de fake news. Le champ du cyberespace, là aussi, Internet est devenu un outil indispensable de nos économies, de nos sociétés, de nos organisations, de nos institutions. Mais nous en sommes devenus quasiment totalement dépendants. Et lorsque Internet est en proie à une criminalité dévorante, ruineuse pour les entreprises comme pour les particuliers, lorsque Internet devient un champ de bataille pour des attaques étatiques d'espionnage et de sabotage, nous devons évidemment nous mettre en position de pouvoir réagir face à cela. Le troisième champ qui nous préoccupe, c'est celui du droit. L'utilisation du droit comme une arme de domination. L'extraterritorialité des lois, qui est instaurée par certaines puissances. Cela va de la réglementation ITAR pour les exportations de composants américains dans les produits qui sont vendus et fabriqués par nos pays. Même chose pour la réglementation EAR qui concerne les biens à double usage. Vous avez le Cloud Act qui permet effectivement aux services de renseignement américains de plonger dans les réserves de données qui sont installées aux États-Unis. Vous avez donc toute une série de règles qui existent ainsi, et la Chine les recopie, j'allais presque dire mot pour mot, en les traduisant, mais nous nous retrouvons dans une situation comme celle-là. Vous avez l'édiction de normes qui s'appliquent à tous,
Et le grand enjeu international est de savoir quelles sont les normes aujourd'hui qui peuvent s'appliquer dans l'espace, dans le cyber, dans un certain nombre d'activités, dans l'environnement, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des règles et que ces règles soient ensuite respectées par tous. Mais si ces règles sont imposées par certaines puissances, évidemment, elles auront intérêt à privilégier les intérêts de leurs entreprises ou les intérêts de leur État. Et donc, nous devons être en position de pouvoir faire balance par rapport à cela et aboutir à un droit qui soit équilibré. Il y a la pénalisation des relations commerciales, qui est aussi un facteur extrêmement important. On peut considérer que c'est un progrès, devoir rendre compte devant la justice des actions que l'on a pu mener, des ventes d'armes que l'on a pu faire à tel pays, de l'utilisation qu'on a pu faire de tels produits, de tel matériel de surveillance. Mais en même temps, force est de se rendre compte que certains utilisent aussi ce dispositif pour essayer de bloquer l'activité de tel ou tel pays, de bloquer ses dirigeants et de bloquer telle ou telle action. Donc là aussi, nous avons une évolution de la pénalisation sur laquelle le droit anglo-saxon est très fort, le droit européen ou le droit latin beaucoup plus faible. Et pour le coup, donc, c'est à l'Europe à construire son droit, à résister à ces pressions en jouant sur le poids de son économie. Je peux vous rassurer, sur ce point-là, elle fait également pas mal de choses. Le RGPD, et le Règlement général de protection des données, est un outil extrêmement important. Le Règlement général de protection des données va ainsi nous permettre de dépendre pour l'ensemble des données qui seront utilisées pour les Jeux Olympiques de 2024, les données sensibles, d'un serveur qui sera installé en France, qui sera donc par une société française, et non pas par la société chinoise qui avait, par décision du Comité international olympique, le monopole de l'utilisation de ces données. Donc nous avons réussi, sous cet angle-là, à corriger un peu les choses. Les directives sur la protection de l'environnement, sur les pratiques des opérateurs de réseaux sociaux, ce sont des choses qui sont en train d'évoluer, sur lesquelles, là aussi, en termes de souveraineté, de sécurité nationale, nous sommes en train de bien avancer. Quatrième champ, le champ de la sécurité économique. Il s'agit de la prédation de notre patrimoine scientifique et technique au profit d'autres pays, que cette prédation soit organisée par des entreprises ou des États. Ça peut être le coup de bourse qui fait tomber telle entreprise pour pouvoir la racheter à bas prix. Ça peut être le pillage de nos laboratoires, l'espionnage industriel. Et évidemment, la recherche est au premier plan sur tous ces sujets. Le calcul quantique, l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup. Je serais incapable de vous expliquer ce qu'est le calcul quantique, et pourtant on me l'a expliqué plusieurs fois, mais c'est extrêmement important pour savoir comment crypter ou comment décrypter tout un ensemble de données. Et nous sommes plutôt bons en France en ce domaine, sur ce sujet. Et je peux vous dire que tous les jours, je reçois des informations sur des entreprises, des acteurs internationaux qui essaient de débaucher nos chercheurs, de racheter nos entreprises, de les pomper, si je puis dire, pour ramener des éléments là-dessus. Et donc, là aussi, nous travaillons avec le ministère de l'Économie et des Finances pour les entreprises, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, non seulement pour aider nos pépites à investir, et parfois, nous leur demandons même comme condition que quand même elles soient un peu plus vigilantes sur leur protection, mais donc aussi à se protéger. Et franchement, le mot immatériel dans ce domaine, c'est énorme. Si je reviens un instant sur les fake news, le Sahel, où nous avons fait l'objet d'attaques considérables par Galaxy Prigogine, qui a abouti à ce que, au-delà des erreurs que nous avons pu commettre par le passé, nous nous sommes fait enfoncer sur le plan de l'influence et de l'information. Les élections américaines avec l'invasion du Capitole à Washington, le référendum sur le Brexit avec les manœuvres de Cambridge Analytica. Et Louis s'en souvient très bien, en 2017, il avait amené l'ANSSI à travailler sur la protection des attaques cyber, et c'est ce qui avait permis de déceler ce qu'on avait appelé à l'époque les Macron Leaks. Et donc, depuis, nous avons repris, amplifié ce dispositif en 2022, sous l'égide du Conseil constitutionnel, comme tu l'avais fait, de la Commission nationale de contrôle de la campagne et de l'ARCOM, pour vérifier que pendant la campagne pour les élections présidentielles, puis pour les élections législatives, il n'y avait pas de manipulation de l'information en provenance de l'étranger qui puisse remettre en cause la sincérité du scrutin.
Et Viginum, qui a été créé également pour veiller, détecter et caractériser ces manipulations de l'information, allait dans le même sens, tout ceci avec des textes, des décrets qui sont passés devant le Conseil d'État, de façon que nous puissions rendre compte scrupuleusement et en toute transparence des actions menées sur ce sujet. Pour finir sur ce point, la meilleure protection que nous avons, c'est la transparence et l'affichage de la vérité. Dire aux gens que ceci est une mauvaise nouvelle, une fausse nouvelle, ça ne marche pas. Leur expliquer comment la nouvelle a été construite, comment elle est diffusée, comment elle circule, par qui elle passe, ce sont des éléments qui sont importants. Lorsque, après l'assassinat de Samuel Paty, nous avons eu toute une série d'attaques en islamophobie, le président de la République nous avait demandé de regarder d'où ça venait. Et on s'était rendu compte, effectivement, que cela venait en partie de la Turquie, et même d'une bonne partie de la Turquie, ce qui nous avait amené donc à le dire, à le contester et à amener la fin de ces attaques. Et donc, nous essayons bien sûr de poursuivre dans tous ces domaines. Nous essayons aussi de poursuivre en matière de régulation, de droit, pour faire en sorte que ce soit moins le Far West dans ces domaines, que ce soit en droit national ou que ce soit en droit européen. Et nous avons beaucoup travaillé avec les instances européennes pour rédiger des directives qui, en matière de cybersécurité, vont nous permettre d'accroître aussi la pression sur l'ensemble des opérateurs. Nous avons ainsi considéré qu'un opérateur qui a la connaissance d'une vulnérabilité dans son dispositif, mais qui, pour des raisons commerciales, ne la signale pas à ses clients, est en faute. De la même manière qu'un fabricant de véhicules qui aurait une faille dans son système de frein et qui ne l'annonce pas à ses clients serait en faute. Et donc, nous sommes en train de préparer, pour la prochaine loi de programmation militaire, des articles qui vont imposer à ces opérateurs de rendre compte à l'ANSSI, qui est l'opérateur national, l'autorité nationale en matière de cybersécurité, sur les actions qu'ils peuvent mener. J'ai beaucoup insisté sur la cybersécurité et la manipulation de l'information, mais il y a plein d'autres nouveaux espaces sur lesquels, là aussi, nous devons être vigilants. L'espace exostratosphérique des satellites. Là aussi, c'est le Far West, les satellites. On en lance autant qu'on peut, autant qu'on veut, jusqu'à un certain niveau. On peut les détruire comme on veut, ce qui aboutit à ce que des déchets, les débris, et ça se dit la même chose en anglais d'ailleurs, peuvent aboutir à la destruction d'autres satellites. Et nous l'avons vu au début de la guerre en Ukraine, l'utilisation de dispositifs pour aveugler des satellites et donc permettre de passer à l'action, ce sont des actions qui sont de plus en plus répandues. À nous de nous y protéger. Alors on peut le faire en multipliant les satellites, et les satellites en basse couche correspondent aussi à cet objectif, mais il faudrait aussi pouvoir travailler sur un sujet de droit, et là en l'occurrence, à l'ONU, nous sommes entre le système que nous, occidentaux, essayons de proposer, le système que la Russie essaie de proposer. Inutile de dire que nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur la vision des choses et sur l'ampleur du sujet. Mais je parle des satellites, je pourrais parler aussi des grands fonds marins, où passent les câbles sous-marins, les oléoducs, où les nodules polymétalliques aujourd'hui se retrouvent. Or, les grands fonds marins, il n'y a pas de droit. En dessous d'une certaine surface, vous faites ce que vous voulez, et de toute façon, comme personne ne le voit, il y a largement possibilité d'agir. Donc nous essayons de nous équiper en matériel qui puisse descendre à 6000 mètres de profondeur, et puis nous essayons là aussi d'organiser la redondance pour les câbles Internet, de façon que si jamais il y en a un qui est coupé, on puisse passer par ailleurs. Et puis nous essayons de faire en sorte également qu'il puisse y avoir une forme de régulation au niveau international et une législation qui puisse à un moment ou à un autre arriver, et ce sera la même chose pour les nodules polymétalliques. Vous voyez, là aussi, nous avons beaucoup d'actions à mener. Nous avons beaucoup d'actions à mener en collaboration avec nos partenaires européens. Il y va bien de notre sécurité nationale. L'autre défi de sécurité nationale sur lequel nous essayons de travailler, c'est les crises. Et donc, la capacité à nous préparer aux crises grâce à l'anticipation et à pouvoir y faire face. C'est ce qu'on appelle la capacité de résilience. Donc le fait de pouvoir surmonter le choc initial, se mettre en ordre de marche pour y résister, avoir aussi la force morale pour le faire, et donc la participation, l'acceptation et même plus encore la volonté de la population de s'y associer. Or, c'est quelque chose que nous avons redécouvert ces dernières années parce qu'en fait,
on avait eu peu de crises systémiques générales jusqu'à la crise du Covid. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'aucune organisation humaine n'est résiliente par nature, tout simplement parce que la résilience, ça nécessite des précautions, ça nécessite du stockage, ça nécessite la constitution de réserves, bref, toute une série de choses qui, dans les comptes d'amortissement, pèsent lourd et donc sont coûteuses, et par ailleurs, d'autant plus coûteuses que c'est supposé ne pas servir, jusqu'à ce que ça serve. Et donc nous nous sommes lancés, depuis la crise du Covid et avec la leçon de la guerre en Ukraine, dans tout un travail de réflexion sur la résilience de façon à pouvoir faire face à des crises de périmètre, de durée, qui ont largement changé depuis les temps. Aujourd'hui, une crise n'est plus seulement sanitaire, elle n'est plus seulement environnementale, elle n'est plus seulement sécuritaire ou militaire, elle n'est plus concentrée sur un seul espace, elle peut devenir aujourd'hui à très large espace. Et dans ce domaine, l'impact sur la sécurité publique, sur l'éducation, sur la gestion des marchés, y compris les marchés à proximité de chez vous, l'ouverture partielle des commerces dits essentiels, l'organisation du travail. Pendant la crise du Covid, on a réinventé tout ça. On a réappris à travailler sur tout ça. Et on s'est rendu compte pendant la crise du Covid qu'il n'y avait pas seulement que l'État, les administrations. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi les administrations communales et départementales. Il nous a fallu un petit peu de temps, mais on y est arrivé. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait aussi les entreprises, qu'il y avait aussi les militaires. Et au vu de l'autre crise que nous voyons aujourd'hui sur notre continent, la crise mêle aussi toutes les dimensions civiles et militaires. Et le continuum de situations de crise possibles, la recherche de la préservation de nos intérêts fondamentaux, c'est tout ceci qui nous a amenés à rédiger au SDSN une stratégie nationale de résilience qui, au début, vaut pour l'État, pour lui apprendre à mettre en œuvre des plans de continuité d'activité, pour mettre en place des réserves, apprendre à des gens à pouvoir tenir un PC de sécurité au-delà des 15 premiers jours, qui nous permet également de travailler donc avec les collectivités locales, avec les entreprises, avec les particuliers, pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, comment ils peuvent contribuer à la solidarité. Et vous savez que ces temps-ci, il y a un exercice Orion organisé par les militaires. Nous aurons une troisième phase de cet exercice Orion à la fin du mois, dans lequel nous serons amenés à faire participer, sur un exercice sur table, pas sur le terrain, mais l'ensemble des acteurs, non seulement militaires, mais aussi les civils, et donc voir comment les armées peuvent nous aider en cas de trouble sur le territoire et comment nous pouvons aider les armées à avoir la logistique, les moyens, les effectifs nécessaires pour faire face à la crise. Ça rejoint un peu la concrétisation du thème d'économie de guerre que vous avez beaucoup entendu par le passé. Ça nous amène aussi à nous poser la question du droit. Pendant que j'étais au ministère de l'Intérieur pendant la crise du Covid, tous les dimanches soirs, il y avait un rituel, c'est-à-dire que je remontais à mon ministre vers 23h minuit un décret modifiant les décrets sur l'état d'urgence sanitaire, prenant en compte l'ensemble des corrections qui avaient été nécessaires depuis le précédent décret du dimanche précédent. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas vues, qu'on avait ratées, y compris des erreurs juridiques bancales mais classiques. Juste pour vous donner un exemple, vous vous souvenez qu'il était interdit d'avoir des rassemblements de plus de 10 personnes à l'extérieur. Mais qu'en revanche, lorsque vous aviez des obsèques, vous pouviez vous retrouver à l'intérieur d'un lieu de culte à 20. Sauf que les agnostiques, les juifs, les musulmans n'enterrent pas leurs proches à l'intérieur des lieux de culte. Ils les enterrent à l'extérieur. Nous nous trouvions donc avec un problème juridique que les cultes nous ont rappelé, à savoir que les cultes qui avaient un temple avaient droit à 20 personnes et les cultes qui n'avaient pas de temple avaient droit à 10 personnes. Et il fallait corriger le droit. Alors, je vous avoue que je me suis contenté d'un télégramme au préfet en leur disant « vous laisserez tout le monde à 20 personnes parce qu'on va essayer de s'en sortir ». Mais c'est l'exemple type d'un droit que nous avons pour du temps de paix qui n'arrive pas à fonctionner en temps de crise et sur lequel il faut perpétuellement réinventer des éléments. Et donc, un des grands enjeux de notre stratégie, c'est de réfléchir à un droit de crise à froid,
un droit qui va nous permettre d'être proportionné aux libertés individuelles, aux libertés publiques, qui va prendre en compte un certain nombre d'éléments, d'efficacité, d'opérationnalité, et qui, au vu des expériences que nous avons vécues, permettra d'avoir ce cadre qui va nous permettre de travailler plus rapidement et de réagir plus rapidement. On l'a fait, non sans mal, avec beaucoup de difficultés, et je suis sûr que vous aurez encore en tête les réglementations qui, pour les marchés, concernaient certes le marché d'Aligre à Paris, mais pour Saint-Sulpice-les-Feuilles, dans la Creuse, c'était un peu moins évident. Donc tout le monde se concentrait dans la supérette de Saint-Sulpice-les-Feuilles, alors que le marché qui était à côté, qui était en plein air, et il faut bien le reconnaître, avec une fréquentation moindre que le marché d'Aligre, lui était fermé. Donc, on essaie et on va essayer de trouver des solutions sur l'ensemble de ces domaines. Donc, utiliser des outils juridiques distincts, préparés, cadrés, vérifiés avec le juge administratif pour que tout ceci se passe bien, mais qui nous permettent de pouvoir agir, fonctionner. Et ce n'est pas seulement un sujet technique, c'est aussi un sujet d'adhésion de la population et de compréhension de la population. Si la population n'adhère pas, si celle-ci n'accepte pas les contraintes qui ont pu être présentée parce qu'elle les considère injustes, ça ne marchera pas. Et donc, nous devons aussi prendre en compte cette souplesse nécessaire, et nous le faisons aussi au niveau européen, même au niveau européen, alors que le grand dogme du libéralisme qui existait par le passé est demeuré prédominant pendant très longtemps, la crise du Covid et ce que nous vivons aujourd'hui amène là aussi l'Europe à considérer que, en termes de libéralisme, de temps en temps, le droit de la commande publique, l'ouverture des marchés à l'extérieur, la possibilité de faire rentrer tel ou tel, va être contradictoire avec la nécessité de pouvoir disposer de stocks sur le territoire européen, d'entreprises qui vont pouvoir produire des vaccins, des produits de santé, mais également des produits alimentaires, des produits chimiques qui seront nécessaires à notre vie quotidienne. Dernier défi, et je ne veux pas être trop long pour me livrer à vos questions, c'est celui de l'influence, de la conviction et même de la raison. On est confronté à une forme d'obsolescence du droit, mais aussi à une confrontation de valeurs sur lesquelles il faut que nous puissions être en état de réagir. Quoi qu'on en dise, et je reviens à ce que je disais au début de mon propos, il y a bien deux visions du monde qui sont en train de se mettre en place et de se radicaliser. La remise en cause par quelques régimes autoritaristes, et qui ne sont pas seulement quelques grandes puissances nucléaires, du bien fondé, d'une approche fondée sur le primat de la démocratie et du droit. Tocqueville le disait, jamais les démocraties ne se font la guerre entre elles. Et c'est vrai. Mais de fait, les démocraties peuvent subir des conflits de la part d'autocraties, et l'histoire nous le rappelle. Et donc, lorsque des États n'hésitent pas à affirmer la supériorité de l'autoritarisme, vanté comme plus efficace que la démocratie, lorsqu'ils contestent notre modèle porté par les libertés, les droits de la personne, modèle qu'ils dénoncent abusivement comme néocolonialiste et inadapté au nouveau monde, lorsqu'ils reviennent à proclamer que des peuples, finalement, doivent élire leurs dirigeants selon le modèle et le système voulu par le chef et par personne d'autre, lorsqu'ils contestent le droit de leur minorité à s'exprimer, voire à exister, c'est tout aussi recevable, aussi insupportable et aussi dangereux qu'hier. Et les manifestations dans plusieurs de ces pays, comme l'Iran, hélas durement réprimées, le montrent toujours. Et de fait, ces discours masquent très souvent soit une volonté de prédation, soit une volonté de maquiller de mauvais résultats à l'intérieur de leur pays en allant chercher des prétextes à l'extérieur. C'est tout le discours de The West Against the Rest qui a été inventé il y a quelques mois sur ce sujet et contre lequel il faut que nous puissions lutter. Non pas que The West a toujours raison, tant s'en faut, mais il n'a pas non plus toujours tort. Et nous ne pouvons pas non plus nous laisser persécuter ou sermonner par des gens qui envahissent leurs voisins, persécutent leurs minorités, assassinent leurs opposants et pillent leur propre pays. Dans ce domaine, la France a une position qui est claire. Elle se veut alliée, mais non alignée. Et lorsque nous discutons avec un certain nombre d'États, avec un peu plus d'humilité d'ailleurs que nous avons pu le faire par le passé, notre principe, ce n'est pas de dire que nous faisons partie d'un camp,
nous faisons partie, nous avons certes des alliés, nous les soutenons, mais nous essayons de jouer un rôle d'équilibre, modérateur. C'était les fameux équilibres avec un S qui figuraient dans la Revue nationale de sécurité. Et cela suppose donc effectivement que nous puissions arriver à convaincre que nos vieux peuples, qui se sont construits de longue date dans les douleurs des guerres, aspirent aujourd'hui à la paix universelle, et simplement parce que c'est indispensable pour le bon fonctionnement de notre planète, pour faire face à l'ensemble des enjeux auxquels elle est confrontée. C'est donc bien la promotion d'un modèle universel, humaniste, fondé sur le droit et sur des règles que nous devons entreprendre. Je finirai avec une citation que j'aime bien. La marque de la vitalité, ce n'est pas de durer, c'est de renaître. C'est Charles Gide. Et on y travaille. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Peut-être une première question qui est d'ailleurs une forme de remarque, et tu nous as amené à aller bien au-delà de l'Ukraine pour envisager toute une série de menaces ou de défis pour notre sécurité. Mais est-ce qu'il n'y a pas, entre la gestion de ces crises systémiques, et surtout on avait pensé d'une certaine manière qu'il y avait une façon de faire la guerre sans faire la guerre, notamment pour les Russes, à travers la guerre un peu sous une forme hybride de provocation, d'attaque des démocraties, de déstabilisation, d'attaque informatique, etc. Ils ont basculé dans le conflit ouvert. Et la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment peut-être de cette évolution du conflit où s'ils sont le risque qu'ils reviennent à une tentation d'une provocation systémique, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. On a beaucoup évoqué le défi non conventionnel que représenterait le nucléaire, mais assez peu, parce que dans ce domaine-là, ils ne l'ont pour l'instant pas, au contraire, pas beaucoup utilisé, sauf sur le théâtre ukrainien lui-même, le risque cyber. Qu'est-ce que serait un sabotage cyber quelque part en Europe et donc là, on voit bien qu'il y a dans la réflexion une tendance à penser c'est l'un ou l'autre, c'est la guerre couverte, du cyber, des déstabilisations, etc., ou c'est la guerre ouverte. Et quand c'est la guerre ouverte, finalement, la guerre prend le dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour, ou à un certain moment, ou à un certain palier de cette guerre, de régression dans des formes non conventionnelles? Et puis, alors la deuxième question, peut-être parce que tu ne l'as pas évoquée de manière un peu surprenante, parce que parmi tes responsabilités, il y a eu celle de façonner la revue nationale stratégique, de ne pas l'avoir évoquée. Et là, c'est les défis de sécurité nationale, mais plus particulièrement, en réponse à ces défis, la préparation de nos armées ou les priorités pour nos armées. Peut-être la dernière, elle serait, au vu de ce qui était dans ta première partie sur l'importance de la démographie et la capacité à mobiliser une population comme la population ukrainienne, le ressort moral d'une population, comment en France, et le SGDSN en partie, mais avec d'autres, je dirais, on contribue à ce que le citoyen incorpore bien ces problématiques de crise et soit lui-même le premier acteur de sa sécurité au quotidien, que ce soit dans les usages cyber ou que ce soit hier quand la France était frappée par le terrorisme pour être un élément de la vigilance, etc. etc. Voilà les trois questions que je me permets de t'adresser en premier avant de passer la parole à la salle. Alors, sur la première, il est clair que le cyber et les attaques cyber font aujourd'hui partie de la guerre. L'attaque contre le satellite Eutelsat le 24 février au matin, qui a abouti à ce que les dispositifs de communication au sein de l'armée ukrainienne soient aveuglés, et j'allais dire accessoirement que toutes les éoliennes en Allemagne soient elles-mêmes aussi aveuglées, et que nous-mêmes ayons perdu 10 à 15 000 modems qui permettaient d'assurer la redondance pour des communications téléphoniques de sécurité. Ça fait partie effectivement de cette guerre. Et elle a été jouée. Et dans tous les équipements qui sont aujourd'hui programmés et imaginés, il y a le cyber, parce que la capacité à pouvoir mener sur le terrain une guerre cyber est réelle.
Donc ça existe dans le cadre de la guerre. Vis-à-vis de nos sociétés, ça existe aussi et très largement. Comme je suis payé pour être paranoïaque, et tu le sais bien, on a largement travaillé sur toutes les crises cyber qui pourraient bloquer tel ou tel élément, les centrales électriques. Alors, en principe, elles ont des systèmes qui sont internes et qui évitent que tout ne s'arrête d'un coup parce que quelqu'un aura appuyé sur un bouton. Le système carte bancaire, parce que si vous n'avez plus de carte bleue, vous allez avoir du mal à vivre. Mais les banques nous expliquent qu'elles ont fait tout ce qu'il fallait pour assurer la redondance, la protection et la capacité à faire face à cette situation. Et je pense que les banques, compte tenu des conséquences financières que toute attaque cyber aurait sur leur compte et sur le résultat, doivent avoir fait les investissements absolument nécessaires. On fait régulièrement des exercices avec elles. Il y a en matière de transport, où on peut effectivement bloquer la totalité de nos transports. Il y a les communications, et de plus en plus. Et il y aura même les communications téléphoniques. Le nec plus ultra étant de bloquer RTE, parce que si vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus ni Internet, ni téléphone, ni capacité de quoi que ce soit. Lorsque l'on avait travaillé sur les risques de panne électrique cet hiver, on s'était beaucoup inquiété aux personnes âgées qui ont des volets électriques chez elles et qui donc se retrouvaient sans possibilité de sortir, sans possibilité d'appeler puisqu'il n'y a plus de téléphone, puisqu'il n'y a plus de relais, et donc la capacité à pouvoir venir en aide à ces personnes. Donc, nous sommes bien conscients de la menace, et cette menace, elle existe toujours. Ça fait partie, aujourd'hui, de l'art de la guerre, et d'une certaine manière, on reprend Sun Tzu, en tout cas pour ce qui concerne les manipulations de l'information, ça fait partie de l'art de la guerre de pouvoir continuer à mener des manœuvres en dessous, en matière cyber, en matière informationnelle, pour nuire à l'adversaire et essayer de le mettre à plat. Et de ce point de vue-là, nous avons indiscutablement une vulnérabilité, puisque nous sommes démocratie, par rapport à des pays autoritaires, où le fait qu'un service public s'arrête, d'abord, n'est pas forcément une surprise, et deuxièmement, même si ça l'était, amènerait les autorités du pays à empêcher les gens de s'en plaindre. Donc, sur ce point-là, tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il y a toujours le risque que nous puissions subir, malgré tout, une attaque non conventionnelle dans ce domaine. Et par exemple, nous surveillons de très très près les systèmes hospitaliers, puisque nous avons régulièrement des attaques contre nos hôpitaux avec le système dit Logbit, qui est rattaché à un mode opératoire russe. Nous faisons évidemment très attention à ce que nous puissions protéger ces hôpitaux. Nous y avons investi, nous travaillons avec le ministère de la Santé pour renforcer les équipes et faire en sorte que, s'il y a des attaques, elles ne deviennent pas globales, mais elles restent isolées en fonction de la nature de chaque tel ou tel point. Sur la revue nationale stratégique, c'est vrai que j'aurais pu faire tout l'exposé sur le sujet. Mais je peux le refaire. Je peux le refaire pour vous dire ce qu'il en est, mais je vais essayer quand même de vous le dire en quelques éléments pour répondre à ta question. On a fait le diagnostic que, pour le coup, vous avez déjà largement fait au sein de la chaire sur l'évolution de la situation mondiale. On a réfléchi pour la programmation de la loi de programmation militaire à quelques 5 cercles. Le premier, c'est le cercle immédiat de protection de notre pays, c'est la dissuasion, et donc c'est les moyens militaires et les investissements qui doivent permettre à notre dissuasion d'être toujours dissuasive, ce qui veut dire que cela implique des investissements conséquents, parce que, compte tenu des missiles dits maintenant hypervéloces, compte tenu également du renforcement des protections aériennes qui peuvent exister chez nos compétiteurs, si nous n'avons aucune chance en seconde frappe de pouvoir riposter à une attaque nucléaire contre la France, la dissuasion est morte. Donc nous travaillons beaucoup sur ces sujets-là et évidemment nous travaillons donc sur les moyens maritimes, terrestres, aériens qui accompagnent la dissuasion dans ces deux composantes, aériennes et terrestres. Ça, c'est le premier créneau. Et dans ce domaine, nous considérons que nous devons travailler en autonomie, en nous fournissant nous-mêmes nos propres connaissances, nos propres recherches, nos propres armements.
Le deuxième cercle, c'est celui de l'Europe, que nous avons d'ailleurs étendu à la Méditerranée, c'est-à-dire notre environnement immédiat, le plus proche, celui dans lequel nous pouvons avoir nous avons des intérêts fondamentaux, nous avons également des alliances et des solidarités qui sont fortes avec nos alliés et nos voisins, et nous devons donc pouvoir être en état de leur apporter notre concours, que ce soit en étant nation cadre, c'est-à-dire en dirigeant des équipes et des éléments, d'où la force à 25 000 hommes qui est envisagée dans le cadre de la LPM, mais également, bien sûr, en appui avec l'ensemble des autres armées. Et c'est tout le travail que nous devons avoir au sein de l'OTAN, mais aussi, et nous essayons de le pousser au sein d'une Europe de la défense, pour à la fois organiser nos investissements en équipement et en matériel, avoir des investissements qui soient autonomes, sur lesquels nous ayons la main, et pouvoir également organiser nos forces armées, maritimes, aériennes, pour pouvoir faire face à une attaque qui concernerait donc ce deuxième cercle le plus immédiat. Le troisième cercle, c'est celui des partenariats que nous avons avec un certain nombre d'alliés stratégiques. Ce troisième cercle, d'une certaine manière, il parle du Sénégal, il recouvre le Sahel, il va jusqu'à Djibouti et il prend en compte les pays arabes jusqu'aux Émirats arabes unis. C'est le cercle dans lequel donc, nous considérons que nous avons des communautés d'intérêt, une communauté de vision, la nécessité d'aider au développement, la nécessité d'aider à la stabilité et au fonctionnement et à la paix et à la sécurité sur ces territoires. À partir de là, dans ce domaine, nous devons avoir la capacité de pouvoir apporter notre concours et notre aide aux pays qui nous le demanderont, et le cas échéant, soit en autonomie, soit là encore dans le cadre d'une coalition avec ces pays, ou le cas échéant à travers une coalition européenne. Je pense à Takuba, qui avait été mis en œuvre pour le Sahel. Le quatrième cercle, c'est le cercle d'une influence dans l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, c'est l'océan Indien, l'océan Pacifique. C'est pour nous quelques partenaires essentiels. C'est aussi pour nous des communautés, des collectivités, des territoires d'outre-mer qui sont très importants pour notre pays, de la Réunion, en passant par Mayotte, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. Nous avons donc nos ressortissants, nos intérêts, notre capacité à les protéger, à les défendre, mais aussi à jouer un rôle d'équilibre, un rôle de développement, un rôle de soutien à l'environnement dans ces secteurs. Et dans ce but, nous devons être capables de travailler avec un certain nombre d'États avec qui nous aurons des affinités, avec lesquels nous pourrons avancer. Et donc, nous travaillons beaucoup, pour le coup, avec l'Inde, Singapour, l'Australie, on se réconcilie, le Japon, la Corée du Sud, pour faire en sorte que nous puissions, entre pays démocratiques, avec une même vision, et en partenariat avec d'autres pays qui parfois le sont peut-être un peu moins, mais en tout cas garantir une certaine forme de stabilité et de paix. Et une forme de stabilité qui, dans ce secteur-là, n'aboutit pas forcément à devoir être soit totalement pro-américain, soit totalement pro-chinois. Ce que la plupart de ces pays refusent d'ailleurs par principe. Et donc, nous avons la capacité, et c'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure de alliés mais non alignés, nous avons la capacité, dans ce genre de circonstances, de pouvoir mettre en place des dispositifs d'échange, de vente d'armes, de coopération dans tous les domaines, de discussions internationales aussi, pour faire en sorte que ce quatrième champ puisse être tenu. Et puis le cinquième, c'est celui que j'ai évoqué dans mon exposé, c'est vraiment ce qu'on appelle les champs immatériels, donc ça va de l'espace, où là aussi il faut que nous puissions travailler avec nos alliés, aux grands fonds marins, et puis bien évidemment tout ce qui concerne le cyberespace. Voilà la manière dont la Revue nationale stratégique a présenté l'ensemble des dispositifs, avec à chaque fois entre une concentration très forte pour la protection de notre territoire sur la dissuasion et la protection stricte de notre territoire, évidemment de nos territoires d'outre-mer, une échelle de plus en plus progressive pour aller vers des alliances et avec une organisation de nos forces armées qui en découle et qui en tire les conséquences.
À partir de là, il y a toute la programmation militaire qui est en train de se faire, que le président a évoqué lors de son dernier discours à Mont-de-Marsan et qui continue à faire l'objet de travaux, notamment pour le calendrier de mise en œuvre et de programmation de l'ensemble des équipements. Dernier point, le ressort moral d'une population. Comment faire prendre en compte aux citoyens la conscience de quelque chose. Alors, je te dirais que je travaille dessus avec un de nos vieux amis, Jean-Noël Tron, qui est aujourd'hui au CNED, et nous essayons de voir dans quelle mesure on pourra travailler sur Internet pour mettre en place ce qu'il est en train de prévoir, le B.A.B.A. de l'environnement. Je lui ai proposé de voir également le B.A.B.A. de la résilience. Et donc pouvoir essayer de mettre en place sur les niveaux Internet une capacité à pouvoir permettre aux gens qui le souhaitent d'accéder à un certain nombre d'informations, de comportements, d'explications, de sujets qui leur permettront de pouvoir jouer le rôle de citoyen normal. Deuxième point sur lequel nous souhaitons, deuxième facteur sur lequel nous souhaitons nous appuyer, c'est les collectivités locales et les communes. Et là, je reprends ma casquette d'ancien préfet, mais lorsque j'étais dans le sud et que je voyais les feux de forêt ou les catastrophes naturelles, je voyais les comités communaux de prévention des feux de forêt ou les comités communaux qui étaient mis en place avec le conseil municipal et qui faisaient que lorsqu'il y avait un incendie qui menaçait une commune, il y avait une centaine d'habitants de cette commune qui vérifiaient que telle personne âgée n'était pas isolée, que la pompe à eau pour avoir été bien branchée fonctionnait, qui organisait du ravitaillement dans la salle des fêtes et faisait en sorte. Tout le monde jouait impeccablement son rôle et tout était parfait dans la bonne entente et dans une parfaite organisation. Et je me dis que si on arrive à faire ça dans des communes de quelques centaines ou quelques milliers d'habitants, peut-être peut-on essayer d'amener une telle démarche et une telle capacité chez nos citoyens à pouvoir jouer leur rôle de citoyen au bénéfice de l'ensemble. Et lorsque tout à l'heure j'évoquais le sujet des réserves, ça tient aussi un peu à cet aspect-là. Les réserves, c'est la capacité que peut avoir quelqu'un qui touche sa bille, enfin qui connaît son métier, peu importe ce métier, mais à un moment ou à un autre, de venir apporter son concours à d'autres personnes qui vont avoir besoin de lui. Diriger une cellule de crise, c'est pas très compliqué, mais il faut connaître les gens, il faut connaître un certain nombre de savoir-faire, il faut savoir qui téléphoner, il faut savoir prendre des décisions, et il faut avoir un esprit organisé. Les types, on les a. Mais on les a pour quelques heures, quelques jours. Mais après, ils sont épuisés. Donc, il faut trouver une relève. Et cette relève-là, il faut qu'on arrive à l'organiser en amont pour être sûr que ce soit dans les administrations d'État, collectivités locales, dans les hôpitaux, ils le font avec le plan blanc. Eh bien, que nous puissions arriver à étendre cette capacité à l'ensemble de la population. Merci beaucoup. Alors, j'ouvre la séquence des questions de la salle, en commençant par les étudiants. Mademoiselle, monsieur. Allez-y, je vous en prie. Merci. Bonjour monsieur, vous avez brièvement parlé de l'influence, qui est désormais donc priorité stratégique dans la dernière RNS. Quelle est votre vision de la stratégie nationale d'influence et quel rôle pourrait être amené à jouer le SGDSN dans ce domaine? Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. J'avais une question, dont vous avez beaucoup axé les discussions sur les grands enjeux stratégiques, mais une question plus axée institutionnelle, en fait, sur l'articulation des chaînes décisionnelles. Si vous pouviez nous brosser une typologie. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Si, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question qui était liée à la population et donc le lien que vous avez fait avec le réchauffement climatique. Est-ce que, même si évidemment avoir une grosse population, ça permet d'être influent dans le monde, c'est pas, enfin, vouloir l'augmenter, c'est pas un peu anachronique aujourd'hui, car on sait que l'augmentation de la population est l'une des causes majeures du réchauffement climatique. Merci beaucoup. Je te laisse répondre à cette question, oui. Puis on en prendra d'autres après, bien sûr. Alors, la première question sur l'influence est la plus complexe, parce que on a toute une série de réunions de travail en ce moment qui ont lieu sur le sujet. Et à la limite, je pourrais vous renvoyer au discours du président de la République jeudi au ministère des Affaires étrangères, où il a évoqué la volonté de la France et la nécessité pour la France de remettre en place une véritable politique d'influence.
Je vais essayer de faire un peu l'exégèse, sachant qu'on a toujours des travaux et des réunions qui sont programmés sur ce sujet. On est mauvais en termes d'influence en France. On est mauvais parce que nous ne savons pas... Enfin, on est très fiers de ce que nous sommes, on est parfaitement capable de présenter tout ce que nous faisons, mais on n'est pas capable d'expliquer quelle est notre politique, comment la faire partager, comment en discuter avec des think tanks dans ces différents pays, comment en discuter avec des universitaires, comment présenter la chose à des médias, comment, le cas échéant, nous permettre de répondre à des médias qui sont en train de nous assommer. Je vous parlais des fake news. Jusqu'à l'affaire de Gossi, on s'était quand même fait assez largement enfoncer, si je puis dire, par Prigojine, sur un certain nombre de fake news et de fausses photos qu'il avait mis en place. Depuis, on est en train d'apprendre et on est capable, d'une certaine manière, de faire de la contre-influence. Donc l'influence, c'est deux choses. C'est à la fois le bouclier pour se protéger contre les attaques qui vont venir et faire en sorte de pouvoir, les déceler suffisamment tôt, parce que sinon c'est comme le feu de forêt, c'est trop tard, on a perdu. C'est l'épée, si je puis dire, et donc être plus proactif pour être capable d'expliquer, y compris dans le monde anglo-saxon qui nous est beaucoup plus hermétique que bien d'autres, ce que nous faisons, ce que nous sommes et comment nous essayons de travailler, avec un mode d'action sur lequel le ministère des Affaires étrangères sera pilote, avec pour lui la charge justement de réorganiser à partir de ses ambassades, en liaison avec l'ensemble des ministères, une capacité sur tel ou tel thème, sur tel ou tel sujet, à pouvoir expliquer notre politique, expliquer ce que nous faisons, expliquer ce que nous sommes et, le cas échéant, pouvoir contrer tous nos adversaires qui essaieront de le diminuer. Et cette influence-là, ça a un effet majeur. Le contrat AUKUS en Australie, on l'a perdu aussi parce que nous avons considéré qu'une fois que le contrat était signé, le contrat est la loi des parties, ça c'est en droit français. Mais en droit anglo-saxon, le contrat c'est le début de la guerre. Et de fait, on s'est fait enfoncer, on l'a perdu. On l'a perdu tout simplement parce que nous n'avons pas su travailler avec les think tanks, avec les journalistes. Alors, on avait aussi Murdoch contre nous, donc c'était quand même du lourd. Mais on a perdu à ce moment-là cette bataille de l'influence et ça nous a vraiment amené à réfléchir sur ce sujet. Deuxième question, l'articulation des chaînes décisionnelles. Alors, au sommet, il y a le président de la République. Le président de la République, pour les affaires qui sont les miennes, réunit un conseil de défense dont je vous ai donné la composition et il se réunit en fonction des décisions du président. Ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 15 jours. Pendant la crise du Covid, c'était quasiment toutes les semaines. C'était un peu fatigant. Mais de fait... le Conseil de défense va définir les grandes orientations du chef de l'État, de la Première ministre et des principaux ministres concernés, qui vont ensuite être déclinées par chacun des ministères sous sa responsabilité, sachant que le SGDSN tient un tableau de la mise en œuvre des mesures qui ont été prises, de leur effectivité ou des raisons pour lesquelles ces mesures n'ont pas été mises en œuvre. Et puis ensuite, ça redescend, si je puis dire, en pyramide au plus près du terrain. C'est aussi censé remonter. Donc nous faisons en sorte de nous assurer que là aussi, lorsque ça va ou ça ne va pas, ça puisse remonter. Le président de la République a une méthode assez simple là-dessus, c'est qu'en général, il refait sur le même thème un conseil quelques mois après. Ce qui est le plus sûr moyen de fouetter les enthousiasmes et de faire en sorte que ceux qui auraient oublié ou qui n'auraient pas voulu se réveillent. De fait, je dois reconnaître que le fait d'avoir des conseils tous les 6 mois sur le même thème n'est pas inutile et donc amène un certain nombre de ministères à se sortir les mains des poches et à devoir rendre des comptes sur le sujet. Et donc cet aspect du haut vers le bas, du bas vers le haut, qui est censé alimenter tout cela, doit permettre de fonctionner pratiquement. Alors, quelle est l'articulation avec le Conseil des ministres ? En fait, les deux exercices sont différents.
Le Conseil des ministres, lorsque vous regardez l'ordre du jour du Conseil des ministres, vous avez la partie A, la partie B, c'est les nominations, puis la partie C avec les comminations, et la partie A, c'est textes de loi, décrets qui sont présentés. Ça veut dire que tous ces textes, lorsqu'ils arrivent sur la table du Conseil des ministres, ils ont déjà été débattus. Ils ont fait l'objet de réunions interservices, puis de réunions interministérielles, puis d'une réunion présidée par la première ministre, qui va bleuir le texte, ou son directeur de cabinet, ou ses membres, qui vont bleuir le texte et le faire passer devant le Conseil des ministres. Et c'est la même chose pour les communications qui font à la fois le point sur ce qui a été fait, ce qui n'est pas trop compliqué, même si certains peuvent enjoliver, et qui va définir les orientations pour la suite en fixant donc les pistes à atteindre et les objectifs à atteindre pour la fois suivante. Et là aussi, ceux-ci auront été discutés en réunion interministérielle sous l'égide de Matignon. Et depuis les dernières évolutions constitutionnelles, d'ailleurs de plus en plus souvent, avec la présence d'un membre du cabinet du président de la République qui vérifie que lorsque le président de la République a été lui-même à l'initiative du projet, celui-ci se met en œuvre. Voilà à peu près comment peut fonctionner les éléments sur la chaîne décisionnelle. Sur les sujets de population. On peut peut-être dire quand même qu'il y a... La différence, c'est qu'il y a un vrai débat, disons, au Conseil de défense. Oui. Il y a un vrai débat au Conseil des ministres. Les choses sont déjà figées. Les ministres s'expriment sur des positions qui sont déjà définies à l'avance. Mais juste le point que je voulais peut-être ajouter, c'est que le Conseil de défense n'est pas une réunion non préparée. Tu tiens j'en assure le secrétariat. Des réunions interministérielles entre tous les ministères qui fait qu'il peut y avoir des questions de traiter de manière urgente au Conseil de défense. Mais certaines font l'objet d'une préparation longue sur certains sujets en interministériel. Donc celui que vous avez évoqué. Voilà, qui est celui, et la coordination en amont se fait par le secrétariat général qui prépare les réunions interministérielles de préparation des conseils. Avec des réunions, effectivement, qui sont programmées 8, 15 jours, 3 semaines à l'avance, et qui, le cas échéant, font l'objet d'autres, pour pouvoir aboutir aux derniers arbitrages qui vont être proposés, présenté au secrétaire général de la présidence de la République, puis présenté au président de la République. Et si avant, on a pu déblayer tous les arbitrages secondaires, effectivement, on le fait et on le met en œuvre. Et c'est le même dispositif, d'ailleurs, pour ce qu'on appelle le Conseil des armements nucléaires, qui se réunit lui-même régulièrement et qui vise à faire le point sur l'ensemble de la situation. Le dispositif, d'ailleurs, est aussi utilisé pour d'autres sujets que les sujets strictement sécurité nationale. Je vous ai parlé du Covid. Le Conseil de politique nucléaire qui a eu lieu il y a un mois et qui visait à faire le point sur les investissements nécessaires en matière de nucléaire civil, c'est nous qui avons été chargés de le préparer au SGDSN, donc de définir l'ordre du jour, de demander les fiches, de les lire avec nos techniciens et parfois avec un œil extérieur d'un compétent comme moi pour se rendre compte que ça c'est compréhensible ou pas, et ensuite de pouvoir préparer et fournir les arbitrages nécessaires. Et donc, de fait, le CDSN sert non seulement à la défense et à la sécurité nationale, mais aussi sur un certain nombre d'autres thèmes qui sont considérés comme d'actualité ou stratégiques pour le pays. Sur la notion d'augmentation de population, mon objectif n'est pas de dire qu'il faut augmenter la population française ou il faut augmenter la population de tel ou tel par rapport à tel ou tel élément. Moi, je considère que lorsque la Chine a commencé à réguler sa croissance démographique, elle a bien fait. Alors, elle s'est plantée avec la politique de l'enfant unique parce qu'aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation où elle va faire du stop and go si elle arrive à refaire du go. Mais elle s'est plantée sur le sujet de la politique de l'enfant unique parce qu'elle va se retrouver dans une situation où elle aura du mal à maîtriser son déclin démographique. Qu'il faille maîtriser la population sur la planète, je vous rejoins absolument. Et qu'il faille le faire en coopération et en conscience avec l'ensemble de la population, des gens, des femmes, de ceux qui veulent faire des enfants, lui aussi. D'une certaine manière, on commence à y arriver parce que je vous citais les chiffres d'augmentation de la population, mais dans les années 70 ou 80, on était déjà à 4 milliards, on est monté à 8, on finira à 10 en 2040. Donc la courbe, elle aussi, commence à s'infléchir et à évoluer. Mon propos sur le sujet, c'est surtout de dire qu'on ne peut pas subir
ce qui est une science, celle de la démographie, en se disant ça nous tombe dessus comme, j'allais dire, le réchauffement climatique. Plus peut-être encore que pour le réchauffement climatique, nous devrions avoir une politique qui aide les pays pauvres à se développer, à atteindre un certain niveau d'alimentation, d'éducation, de santé, qui va leur permettre du coup de mettre en place un planning familial et de se corriger et donc de pouvoir aboutir à une population qui soit équilibrée. Et il faut donc que nous puissions avoir une politique globale, parce que sinon on ira dans le mur, tout ce temps que nous sommes, pour permettre à tous ces pays d'évoluer. Le plus gros n'est pas forcément le plus fort. Quand je vous disais que la Chine a 1,4 milliard d'habitants et la Russie en a 140 millions, en termes de force nucléaire, aujourd'hui, la Russie écrase la Chine, ça ne durera peut-être pas demain. Et nous sommes 68 millions et nous discutons de développement économique d'un certain nombre de sujets avec la Chine. Donc, big is not beautiful. Et cette valeur-là et cette proportion-là n'est pas du tout la même. Il n'en demeure pas moins qu'à un moment ou un autre, en fonction justement de ce que nous vivons avec le réchauffement climatique, les changements environnementaux, les difficultés que peuvent avoir certains peuples à vivre sur leur territoire, les difficultés aussi qu'ont d'autres peuples parce qu'ils ont mal maîtrisé leur évolution démographique et donc se retrouvent avec une chute qu'ils vont avoir du mal à enrayer, il est sans doute nécessaire qu'au niveau global, entre une politique d'aide au développement, une politique de territorialisation, une politique de perception et de réflexion démographique, il est sans doute nécessaire que notre planète puisse tout simplement apprendre à maîtriser cet aspect-là. Elle aura du mal, elle n'y arrive déjà pas pour le climat. Mais en tout cas, je pense que ça fait partie des objectifs qu'il faut que nous ayons. Merci. Alors, je prends d'autres questions. Antonin, oui, madame là-bas, et ensuite monsieur Bocquet là-haut. Alors, Dominique. Bonsoir monsieur, merci beaucoup. Une question qui nous vient d'Internet pour commencer. Penser à la prévention des risques stratégiques par le droit n'est-il pas une illusion dans le cas d'affrontement avec un État voyou ou transgressant, tel que la Russie ou peut-être demain la Chine? Et une autre question qui vient de moi cette fois-ci. La RNS pour la France 2030 parle de la France contribue par son influence et avec ses partenaires à la stabilité de la zone Indo-Pacifique. Elle y défend sa souveraineté et le respect du droit international. Vous avez longuement parlé des partenaires stratégiques que la France peut avoir en Indo-Pacifique. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser à intégrer l'Europe à l'Indo-Pacifique? On a tenté beaucoup de l'intégrer au Sahel, à Takuba. On a plus ou moins échoué, plus ou moins réussi, ça dépend des points de vue. Comment faire pour amener l'Union européenne ou l'Europe, par exemple le Royaume-Uni, en Indo-Pacifique avec nous, parce que la France a des moyens assez limités, en fin de compte, dans la région. Merci. Merci Antonin d'avoir posé des questions pour les internautes. Madame. Oui, je vous remercie de me donner la parole et je me réjouis de cet exposé qui était très très intéressant et passionnant. J'ai deux questions à vous poser qui concernent bien sûr la condition de la paix mondiale et plus particulièrement celle de l'influence. La première question concerne les Nations Unies. Et vous avez évoqué, monsieur le secrétaire général, les difficultés des Nations Unies actuellement. Et effectivement, on a l'impression qu'il y a une cacophonie dans le débat international, une difficulté que traverse l'Organisation des Nations Unies. Ma question, c'est quelle est l'influence de la France dans cette organisation nationale, internationale des Nations Unies, et quelles sont les leçons à en tirer? Ma deuxième question concerne toujours l'influence, et vous avez évoqué l'influence de la France au Sahel. Moi, actuellement, je suis au Mali, justement, à Bamako, dans le cadre des Nations Unies, et on s'aperçoit avec difficulté de ce qui se produit et du désamour de la France au Sahel. Donc, comment faire pour justement que la France puisse regagner cette influence? Vous aviez évoqué le Sénégal, mais moi, je suis un peu sceptique sur ce qui peut se passer dans l'immédiat, compte tenu des conditions. Quelle est la position de la France? Quelle est l'influence que que la France peut avoir encore au Sahel à un moment donné où vraiment la France ne peut plus s'exprimer? Merci beaucoup, madame. Merci. Dominique Bocquet. Merci beaucoup pour cette présentation. Votre perspective est très complète
Et en même temps, quand vous parlez des dispositifs, ils sont très nationaux. C'est pas du tout de votre faute, hein, mais vous avez évoqué... Sans job, hein. Voilà. Non, bien sûr, mais c'est pas que... Il ne parle pas que de son job, je crois. Donc, ma question, c'est... Vous parlez des coopérations, des collaborations européennes sur la réponse aux menaces et la résilience. C'est dans ces coopérations, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Et puis, j'ai une autre question. Vous avez dit qu'on n'était pas bon en influence. Il y a un pays où on est traditionnellement très très bon en soft power, qui est le Maroc. Or, actuellement, les relations sont en train de s'aigrir très très fortement. Est-ce que dans ce type de cas de figure, vous êtes en mesure de produire des analyses? Alors, il y a une dame là-haut, on terminera cette seconde séquence, madame, là-haut. Je vous ai vu, c'est pour ça. Je voyais que vous étiez presque désespéré. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Emmanuel Crane, je suis franco-australienne. J'ai travaillé sur le projet des sous-marins et je voulais savoir comment vous voyez l'évolution de la relation entre la France et l'Australie. Merci beaucoup. Merci, madame. Je vais commencer par celle-là. Je comprends mieux pourquoi vous agitiez la main. Je vais commencer par celle-là pour vous dire que mon adjoint rentre d'une semaine en Australie, où il a été discuté avec nos interlocuteurs sur un certain nombre de sujets de coopération, de développement, de coopération y compris sous l'angle militaire. Donc, on rebâtit, hein. On rebâtit. L'avantage de se fâcher, c'est qu'on se réconcilie. Donc, on s'est réconcilié avec les Anglais, à peu près, comme toujours, avec tout le monde, mais on s'est réconcilié. On n'est pas tout à fait d'accord sur les small boats, mais même si on fait plein d'efforts sur ce sujet. Mais non, les relations avec l'Australie se sont améliorées. Si vous voulez, ce qui a beaucoup choqué le chef de l'État à l'époque, c'est que quelques jours avant que l'annonce du contrat AUKUS soit faite, le ministre des Armées la ministre des Armées et le ministre des Affaires étrangères avaient vu leurs homologues et avaient considéré, les uns et les autres avaient considéré que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Or, à cette époque-là, vraisemblablement, la décision était déjà prise. Donc, on a eu le sentiment, franchement, qu'on les avait embarqués. Et qui plus est, le secret avait tellement été bien tenu que l'amirauté australienne, le matin où l'annonce a été faite, avait envoyé un courrier à son homologue de Naval Group en disant « L'étape que nous venons d'achever est parfaite, donc nous sommes au point maintenant pour passer à l'étape numéro 2 et lancer le nouveau contrat. » La lettre est arrivée le lendemain matin, quoi. Donc, on a eu le sentiment, sous cet angle-là, que M. Morrison n'avait pas été très correct. Pas plus que M. Johnson. Donc, il y avait c'était moins une question d'État, parce qu'après tout le monde peut considérer que... Mais sur cette époque-là, franchement, il y a eu le sentiment que les modes de comportement personnel entre dirigeants de pays alliés n'avaient pas été convenables. Et donc, c'est ce qui a beaucoup soulevé de la démonstration de mauvaise humeur et de forte mauvaise humeur. Maintenant, l'Australie s'est lancée dans son programme, si je puis dire, vogue la galère, et bonne chance, pour que les sous-marins puissent arriver un jour dans de bonnes conditions. Ça m'amène du coup à répondre un peu, puisqu'on parle de sujets sur le Maroc. La relation avec le Maroc, elle est très compliquée. Elle est très compliquée parce que... Alors, je ne vais pas vous relire les articles de presse qui sont sortis sur tel ou tel élément. C'est vrai que l'affaire Pegasus n'a pas plu. C'est vrai que le roi a pu se sentir à un moment ou un autre mal considéré ou autre. La vraie question entre nos pays... c'est d'une part la rivalité qui existe entre Maroc et Algérie et le fait que nous soyons obligés, si je puis dire, à chaque fois que nous discutons avec l'un, de penser à ce que l'autre va en tirer comme conclusion et arriver à trouver une forme d'équilibre. Le deuxième élément, c'est que c'est aussi
une forme d'évolution de l'ensemble des relations que nous pouvons avoir avec des pays qui nous ont été très proches par le passé. Et qu'il faut que nous apprenions de chaque côté à réorganiser et à revoir l'ensemble de nos relations en prenant en compte les intérêts qui ne sont plus forcément toujours convergents entre les uns et les autres. Et cet aspect-là, il n'est pas forcément évident, parce qu'il y a des relations affectives qui existent entre les différents États, qui tiennent pas seulement au fait qu'à un certain moment, nous avons été colonisateurs, mais aussi parce qu'au-delà de cette époque-là, il y a des relations de proximité culturelles, sociologiques, qui se sont nouées et qui restent très fortes et sur lesquelles donc, nous devons réapprendre. Et de fait, ça revient à répondre aussi à la question sur le Sahel. Il y a des moments où on n'est pas bon. Il y a des moments où on ne se rend pas compte qu'une société évolue et que la manière dont on discute avec les uns et les autres n'est plus bonne, ou en tout cas ne correspond plus à une certaine évolution de la population. Il y a un moment où on reste un peu trop engoncé sur nos habitudes, nos schémas de pensée, nos schémas d'organisation, y compris le fait que nous travaillons avec les dirigeants et qu'on écoute les dirigeants, mais on n'est plus forcément en capacité de se rendre compte de ce que pense la population au plan local. Comment les gens ressentent et vivent cela. Lorsqu'on a retiré Barkhane, l'image que l'on avait, c'était on avait 5000 soldats, mais ils n'étaient pas implantés, ils étaient posés. Et ils tournaient tout le temps. Et de fait, nous avons beaucoup de gens qui tournent tout le temps, donc qui n'ont pas le temps de pouvoir véritablement prendre la conscience, la connaissance, l'amour du terrain, la connaissance des choses. Et c'est beaucoup plus difficile, évidemment, pour des diplomates que pour des préfets qui ont l'habitude de tourner à travers la France. Donc cet aspect-là, il entre énormément en ligne de compte, et c'est sans doute un des points sur lesquels il faut que nous arrivions à rebâtir des relations avec les pays concernés. Pas seulement avec les chefs d'État, même si les chefs d'État sont aux affaires, mais à essayer de mieux pouvoir, et là je reviens sur les sujets influence, expliquer ce que nous faisons lorsque nous aidons à la coopération, lorsque nous aidons à créer des écoles, des dispensaires, des puits. C'est pas nous qui venons octroyer des éléments. Ça doit être nous qui venons aider le peuple local à utiliser son patrimoine, à le mettre en valeur et à favoriser son évolution culturelle et son organisation. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons un peu plus d'humilité, un peu plus de sagesse, parfois un peu plus de recul, un peu plus de pédagogie aussi. Et c'est tout le travail dans lequel le président de la République nous a demandé de nous engager. Et c'est pourquoi, pour revenir sur votre point, le sujet influence, ça va donner lieu à un travail à la fois entre les forces armées, le ministère des Affaires étrangères, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale, le ministère en charge de l'environnement, bref, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, sont en capacité de pouvoir travailler avec tous ces États. Et on n'est pas là en train d'octroyer quelque chose, on est en train de travailler à notre avenir commun. Et à faire en sorte que cet avenir commun, il puisse être partagé et qu'il puisse évoluer. Voilà ce que je peux essayer de répondre sur ces éléments sans trop m'avancer. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un vrai regret à tous les niveaux de ce que l'on peut considérer comme des pertes d'occasion, des pertes de capacité à comprendre, à agir, à aider, et une obsolescence de notre politique en Afrique d'une manière globale qu'on n'a pas vu venir et qu'il nous faut maintenant complètement réinventer et qu'il nous faut réinventer avec les populations et avec les États concernés et avec ce travail d'influence. Ce qui revient à compléter ce que je vous dis en termes d'influence, c'est que là encore, il doit y avoir du feedback. Et donc, il faut que ça puisse remonter et qu'il puisse y avoir toute une série d'éléments qui puissent venir. Sur une question Internet, oui.
Alors, sur la question Internet, c'était les risques par le droit face aux États voyous. Vous avez, enfin, l'internaute a raison, mais on n'a rien trouvé de mieux que d'établir du droit et de faire valoir un certain nombre de règles et de les appliquer et parfois de mettre les États ou les chefs d'État voyous en contradiction à travers ça. Donc, le droit international public, vous le savez mieux que moi, c'est quand même une matière qui est assez délicate, assez complexe, assez en mutation, mais encore une fois, à un moment ou un autre, les chefs d'État y tiennent. Si on essaie malgré tout de sauver ce qui peut être sauvé du JCPOA, c'est-à-dire le traité avec l'Iran pour qu'il renonce à avoir la bombe atomique, c'est parce qu'on n'est pas seul du côté occidental, et d'ailleurs Russie, à vouloir essayer d'arriver à cet équilibre. D'une certaine manière, peut-être que l'Iran se moque de nous en essayant de pousser les feux sur le sujet, peut-être pas. Et en tout cas, ça vaut la peine d'essayer de jouer sur l'intérêt qu'il peut avoir, que cet État voyou peut avoir un moment à se conforter au droit. Parce que vis-à-vis des opinions publiques, vis-à-vis de son opinion publique, vis-à-vis de la manière dont ses voisins vont concevoir les choses, lui aussi, à un moment ou un autre, il a besoin d'avoir une forme de stabilité, y compris pour lui permettre de préserver ce qu'il aura conquis ou l'influence qu'il aura obtenue ou les points qu'il aura réussi à obtenir. Et ça ramène d'ailleurs au rôle des Nations Unies. Les Nations Unies vivent une crise, là aussi, de croissance. D'abord, il y a le problème du Conseil de sécurité. Alors, on est content, on y est, et pour répondre à une partie de votre question, ça nous permet d'avoir de l'influence puisque nous sommes un des membres du Conseil de sécurité à l'origine, et qu'en plus, nous sommes puissance dotée, puisqu'à l'origine, on y était sans être doté, évidemment. Et donc, ça nous donne peut-être une certaine influence dans ce domaine. Tant qu'on se retrouvera avec une situation extrême de crise dans ce domaine entre la Russie et le reste du monde, en tout cas une bonne partie du monde, et je rappelle quand même qu'aux Nations Unies, rares sont les pays qui ont effectivement soutenu la Russie, un peu plus nombreux ceux qui ont été neutres, mais quand même 140 qui ont été dans le camp des pays qui ont contesté la guerre en Ukraine. De ce point de vue-là, les Nations Unies ont encore eu et ont encore un rôle important. Après, la question qu'on peut se poser, c'est justement le mode de fonctionnement du Conseil de sécurité. D'abord, il y a des pays qui devraient y être et qui n'y sont pas. Il y a sans doute le mode de fonctionnement du Conseil de sécurité qui devrait être revu. Ça sera compliqué parce qu'évidemment, les puissances, les 5 grandes ne voudront pas forcément. Mais je pense que c'est indispensable de pouvoir faire évoluer les Nations Unies sur ce point. Et puis franchement, on n'a rien trouvé de mieux. On avait essayé avec la SDN, elle a échoué. On s'est dépêché de reconstruire les Nations Unies. Ça fait maintenant 75 ans que ça dure, et 77. Et finalement, c'est quand même pas si mal pour avoir réussi à résoudre un certain nombre de conflits, ou tout simplement pour amener les gens à se retrouver dans la même enceinte, à tenir un discours, à expliquer ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ne veulent pas faire, et le cas échéant, à avoir des applaudissements plus ou moins réservés. Mais la position de la France lorsqu'il y a eu la guerre en Irak au sein de l'ONU, je pense qu'elle a eu un rôle très important, pas seulement pour notre ego, mais aussi pour la manière dont cette guerre était considérée au plan international, et sur la manière dont justement un pays occidental pouvait considérer avec d'autres que cette guerre n'était pas forcément légitime. Donc ça vaut la peine de continuer à le réformer et à le faire avancer. Sur la coopération avec l'Union européenne, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la France et effectivement de ce que nous faisons. Je suis quand même 2 ou 3 fois par an à Bruxelles, et mes collaborateurs 1 fois quasiment tous les mois.
pour travailler sur le cyber, à mettre en place des dispositifs de cyberprotection qui soient au point, à rédiger la directive Nice qui se met en place, à rédiger la directive résilience REC, résilience des entités critiques, qui a aussi été adoptée, à rédiger la résilience sur le DSA pour le contrôle des réseaux sociaux. On travaille énormément avec nos partenaires européens pour essayer de faire avancer les choses. Qu'est-ce qui marche? J'allais dire à peu près tout. Ce qui ne marche pas pour l'instant aujourd'hui, c'est le spatial. On a vraiment des choses à revoir sur ce sujet et il faut qu'on puisse y retravailler parce que sans doute nous sommes arrivés à un niveau où là aussi il faut qu'on puisse se remettre en cause, se réinventer. C'est pas seulement le fait qu'Ariane 6 a du mal à décoller et qu'elle prend du retard. C'est aussi le fait que les Italiens ont essayé de faire décoller Vega et qu'ils n'y arrivent pas, que la question doit se poser de la fameuse constellation dite Iris 2 qu'il faut que nous mettions en place, de la place que les Allemands peuvent avoir dans ce domaine et évidemment de la pression que mettent les Américains derrière, avec notamment Elon Musk, pour essayer de prendre le contrôle. Donc là, on a un vrai travail d'identité européenne qu'il faut qu'on arrive à rebâtir pour se protéger et donc faire un peu moins de libéralisme, un peu plus de protectionnisme, et ça, Breton sent bien la chose, de façon à se construire une véritable souveraineté spatiale sur ce sujet. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent avancer. Ce qui marche moins encore sous l'angle européen, c'est la difficulté que nous pouvons avoir en termes de défense à nous considérer comme une entité qui soit spécifique. On fait partie de l'OTAN. C'est OK, il n'y a aucune difficulté, le président l'a rappelé. Ça n'est pas un hasard si nous avons signé le concept stratégique avec l'OTAN au mois de juillet dernier. Mais c'est une heureuse surprise que 3 mois auparavant, on ait signé la boussole stratégique, qui était la première vision stratégique que l'Europe pouvait avoir de sa défense dans un certain nombre de domaines, dans un certain nombre de points. Boussole stratégique qui certes a beaucoup cité l'OTAN, mais le concept stratégique de l'OTAN a aussi cité la boussole stratégique. Moins nombreux de fois, il faut bien le reconnaître, mais quand même il l'a fait. Et donc ça veut dire que notre objectif maintenant, c'est d'arriver à faire en sorte que, entre ce que constitue l'OTAN, ce que constitue l'Union européenne, il y a certes une vision commune de protection de l'Europe face à une menace, et c'est le principe du traité de l'OTAN. Mais par ailleurs, l'Union européenne, si elle veut arriver à tenir une place face aux États-Unis, face à la Chine, face à l'Inde, face à toute une série d'autres blocs, elle doit être en état de disposer non seulement d'une économie qui soit forte, non seulement d'une diplomatie qui soit capable de s'entendre, de s'expliquer et d'être écoutée, mais derrière donc aussi d'une capacité à agir, pas seulement dans le domaine militaire, mais dans bien d'autres domaines, qui lui permettent de pouvoir jouer tout son rôle par rapport aux uns et aux autres. Quand je vous ai cité tout à l'heure 143 millions de Russes et 448 millions d'Européens, j'étais un peu optimiste. Parce que pour l'instant, c'est toujours 68 millions de Français, 80 millions d'Allemands, 10 millions de Belges, etc. etc. Et on pourrait dire la même chose sur les budgets de défense qui sont... Et on pourrait dire la même chose sur les budgets de défense qui, si on les additionne, sont largement supérieurs, même, je crois, au budget américain. Chinois. Pas loin, chinois. Et en tout cas russe, mais tels qu'ils sont, non. Donc, ça veut dire que nous avons énormément de travail à pouvoir mener dans ce domaine. Est-ce que le Brexit et la sortie de la Grande-Bretagne constituent une chance dans ce domaine pour y arriver? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par certains côtés, oui. Par certains autres côtés, non, parce que d'une part, je pense qu'en matière de dissuasion, le fait d'avoir la Grande-Bretagne et la France, dissuasion nucléaire, c'était un point important pour l'Union européenne. Et deuxièmement, parce que c'était quand même les 2 meilleures armées de l'Union européenne, et donc c'est d'une certaine manière un regret. Mais c'est trop tard. Est-ce que tu acceptes une... Oui, bien sûr. Alors, alors, vous, monsieur, là au milieu,
2 questions. Et je pense pour te saluer, Henri, le général Matt. Alors, oui, monsieur, et ensuite monsieur. C'est par rapport à la dissuasion nucléaire, ma question. Je me demandais si les menaces de Poutine, de menaces nucléaires, il en a fait plusieurs fois sur plusieurs pays. Qu'est-ce que, d'après vous, ça allait avoir comme effet sur la dissuasion en général, sachant qu'à l'origine, elle est défensive, et que quelqu'un, il me semble que c'est la première fois, je peux me tromper, se sert de ce bouclier pour faire une guerre et menacer les autres pays avec. Merci. Alors, on va passer la parole à Henri Matt, qui, comme par hasard, on dirait que vous êtes donné le mot, mais a dirigé, comme vous le savez, les forces aériennes stratégiques de notre pays. Ce ne sera pas le sujet. Ah, ce sera pas le sujet. Monsieur le secrétaire général, j'ai simplement une question très, très courte. Y aurait-il un intérêt à avoir un ministre qui reprend, délégué, qui reprendrait en charge tout ce qui est défense et sécurité nationale? C'est une très bonne question. Je vais vous répondre non. Je réponds déjà, parce que ça, je me le garde comme un bonbon. Sur le sujet dissuasion nucléaire, dans quelle mesure Poutine, aujourd'hui, a parlé en termes offensifs pour nous menacer? Mais lorsqu'on a regardé, lorsqu'on a surveillé ces dépôts, à ce stade, et je touche du bois, rien n'a changé et il n'a pas enclenché quelque mouvement que ce soit dans ce domaine. Sur le concept de dissuasion, il est clair que la manière, en tout cas le discours qu'il a tenu, est extrêmement dangereux pour la paix mondiale. Il est extrêmement dangereux pour la paix mondiale parce que, d'une part, il a profité du fait qu'il était une puissance nucléaire pour agresser un autre État et a dit « si vous m'empêchez de le faire, je vais réagir ». Donc c'est évidemment extrêmement dangereux et ça amène un certain nombre d'autres États, le cas échéant, à vouloir faire de même et donc ça encourage la prolifération. Et donc, sous cet angle-là, c'est indiscutablement quelque chose qui est extrêmement dangereux. De notre côté, est-ce que ça doit changer notre concept de la dissuasion? Non, ça ne le changera pas, et heureusement d'ailleurs. Notre concept est celui de la deuxième frappe, en riposte, par rapport aux attaques que nous aurons subies, et les gesticulations que nous avons pu faire en termes militaires après le 24 février, avec la mise à la mer de plusieurs SNLE et un exercice poker que le général connaît bien, que nous avons fait un soir de pleine lune, au sens propre du terme, pour que ceux qui devaient voir puissent voir, a constitué d'une certaine manière une réponse technique, opérationnelle, à la menace qui pouvait exister sur ce sujet. Il n'en demeure pas moins, effectivement, que entre les risques de prolifération nucléaire, les risques de dissémination d'armement, les risques même de prolifération, non seulement sans avoir l'arme nucléaire, mais avec des bombes sales, représentent aujourd'hui, en termes géostratégiques et géopolitiques, une menace beaucoup plus forte que par le passé. Je pense qu'elle était endiguée auparavant parce que les grandes puissances nucléaires avaient la capacité de dire stop et de faire pression sur les États concernés pour qu'elles ne le fassent plus. Ce genre de choses a disparu. Le ministre délégué à la Défense et à la Sécurité nationale. Et il y a eu plusieurs rapports, notamment après la crise du Covid, qui sont sortis sur le sujet et qui l'ont recommandé. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas favorable pour plusieurs raisons. D'abord, je considère que c'est à chaque ministre de prendre en charge sa partie de défense et de sécurité nationale. Ça fait partie de ses attributions. Le ministère de l'Agriculture, il doit s'occuper de la sécurité alimentaire. Le ministère de la Santé, il doit s'occuper de la sécurité sanitaire. Le ministère de l'Énergie, il doit s'occuper de la sécurité en matière de transport, d'électricité, etc., etc.
Si vous mettez un ministre au-dessus de ces personnes, les hauts fonctionnaires de défense vont avoir un mal fou à convaincre leur secrétaire général et leur ministre qu'il faut qu'ils s'occupent de ça, parce que ce sont des sujets qui sont coûteux, qui ne sont pas très populaires, qui ne sont pas très représentatifs, et donc ça va limiter fortement l'enthousiasme et l'énergie des ministères pour le faire. Deuxièmement, je considère que le ministre, il va être délégué auprès de la Première ministre. Et donc, la Première ministre va redevenir, si je puis dire, ministre comme elle l'était sous la 4e République, où il y avait un ministre qui était président du Conseil. Et moi, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, il est là pour chefer, pour organiser et pour diriger l'ensemble des membres du gouvernement. Mais s'il commence lui-même à se mettre sur un sujet de crise, il va s'en occuper. Mais comme c'est quand même assez prenant de faire de la gestion de crise, il va y passer beaucoup de temps et donc il n'aura pas le temps de gérer le reste des autres affaires qui doivent être coordonnées. Et il risque en plus, pardonnez-moi l'expression, aujourd'hui elle est particulièrement sensible, mais il va faire le fusible. Mais il va faire le fusible non pas pour le président de la République, mais pour le ministre de l'Alimentation, de la Santé, des Transports, qui n'aura pas fait son boulot. Or, c'est à ce ministre-là, entre guillemets, à sauter en cas de courjus, et pas la Première ministre. Donc, à la fois sous un angle institutionnel, le Premier ministre et le chef du gouvernement, il détermine et conduit la politique de la nation, ce qui veut dire qu'il ne doit pas s'occuper d'un seul secteur, même si moi je suis là pour l'aider dans l'exercice de ses missions qui résultent de l'article 5 de la Constitution, donc en lui fournissant et en faisant son secrétariat. Je considère que ça ne va pas être ça. Et deuxièmement, il faut vraiment que chaque ministre puisse s'impliquer, et c'est du taf, mais vraiment, il faut qu'on puisse y arriver sous cet angle-là. Oui, je partage ton point de vue. Je pense que effectivement, on perdrait la fonction, finalement, ça viendrait effacer la fonction de chef d'orchestre interministériel du Premier ministre, qui procède aussi dans son champ des arbitrages. Ce que disait Stéphane, c'est que le secrétariat général, il est au fond serviteur de 2 mètres du président de la République et des conseils de sécurité et de défense, mais pour, je dirais, toutes les affaires quotidiennes de sécurité qui sont dans le champ gouvernemental, il travaille pour le Premier ministre qui procède en permanence à des arbitrages de sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, etc. Donc ce serait... Oui, je ne pense pas que c'est une bonne idée. La circulaire de juillet 2019, sur laquelle tu as un peu travaillé, fixe bien le principe sur ce sujet. En cas de crise, le Premier ministre désigne un ministre qui va être le ministre menant, et le cas échéant des ministres concourants à ses côtés. Mais le ministre menant, ça va être en principe celui qui est en charge directe de la crise, donc à l'extérieur, affaires étrangères, à l'intérieur, intérieur. Ça peut être le ministre de la Santé, ce qui a été le cas à l'origine, mais en tout état de cause, ça doit être le ministre. La mise en place de la cellule interministérielle de crise lorsque le Premier ministre prend la main, c'est vraiment à un autre niveau et ça ne doit pas intervenir tout de suite. On rebondirait pour une prochaine séance, mais tu peux revenir. Tu nous l'as déjà proposé pour revenir sur les objectifs de sécurité et de revue nationale stratégique. En tout cas, un très grand merci, Stéphane. Très grand merci, monsieur le secrétaire général. On se retrouve pour la conférence de M. Azargat, mais dans 15 jours.